Eh bien allez, on est parti. Bonsoir à tous qui nous écoutez sur le live et bonsoir à mes compères Cactus et 53. Salut. Bonsoir Fly, bonsoir Cactus. Effectivement, on se retrouve après une petite pause. On a pris 15 jours parce que c'est vrai que l'actualité est quand même un peu moins fournie. Pour revenir vers vous avec cet épisode 82 du Chouchou de Cycling Club. Déjà 82. Alors, on va bientôt arriver à 100, les amis. Oh là là. Et on reprend les bonnes habitudes. On va vous donner les résultats de la semaine écoulée. On va vous parler des previews. On va vous parler de l'actualité, des mercatos. Et puis, une petite prime ce soir pour ceux qui nous suivront jusqu'au bout avec les événements de 2025, la saison 2025, vus par chacun d'entre nous. Donc, on commence tout de suite avec les résultats. Les résultats, en ce moment, c'est du cyclocross. Et qui dit cyclocross dit fly, forcément, Et ouais, qui a continué son Movember jusqu'au bout de la moustache. ouais, c'est ça. Je me dis comme ça, je prends de l'avance pour l'année prochaine. Du coup, on a eu une manche, deuxième ou troisième, manche numéro 2 pour les juniors. Donc, on a vu la première manche qui était en République tchèque, qui avait eu une victoire tchèque. Donc là, on a eu la deuxième manche en France et donc une victoire française. C'est Lise C'est Revol. fondé. Lise Revol qui s'impose devant Giorgia Pellizzotti et Lucie Groova, je me prononce comme il faut, troisième. Voilà, donc c'est les résultats chez les jeunes. La prochaine manche, ce sera en Belgique. Par contre, je ne sais pas s'il y a des Belges qui peuvent s'imposer, mais bon, on verra ça plus tard. OK. Les élites. Les élites, ouais, ben là, grosse surprise, parce qu'on vous avait annoncé, Lucinda Brandt a fait podium tout le temps, et ben là, elle n'a pas fait podium. Alors vous me direz, ouais, c'est Pourquoi? parce qu'elle n'était pas au départ. Voilà, donc effectivement, elle n'était pas au départ, donc voilà, c'est trois, non, c'est pas trois Néerlandaises qui s'imposent, puisqu'on a quand même une superbe seconde place pour la Française, qui est quasiment locale, Amandine Fouconnet, donc qui va prendre la deuxième place derrière Annick Van Alphen et devant Céline Del Carmen Alvarado. Énorme course de Nick Van Alphen. C'est possible, j'ai pas On regardé. avait- Ah ouais, elle est partie toute seule quasiment dès le départ et personne ne l'a revue. On avait une autre manche de Coupe du Monde, mais qui cette fois-ci se déroulait en Italie. Cactus, c'est toi qui nous en parles. C'est ça. Donc, si vous vous rappelez, l'année dernière, on devait déjà avoir une manche de Coupe du Monde de cyclocross en Sardaigne qui avait été annulée, il me semble, pour cause de Il y vent. avait du vent. Il y avait du vent. Eh Et oui, bien, cette année, elle a eu lieu, ce qui est déjà pas mal. il n'y avait pas de vent. Et on a repris les bonnes habitudes avec une victoire pour Lucinda Brandt. Donc, podium néerlandais avec la deuxième place pour Annick Van Alphen, justement, là, qui était donc leader de la Coupe du Monde et qui l'est toujours à l'issue de cette manche. Et podium pour Shirin Van Anrooy, son premier depuis un moment. Donc, on peut même rajouter la médaille en chocolat pour les Néerlandaises, puisque c'est Léonie Bendveld. Et cinquième place pour la locale, l'italienne en tout cas, Sara Casasola. Donc, en plus de la série de podiums qu'on compte plus, parce que voilà, tant que ça roule, ça roule. On peut aussi noter que c'est une victoire particulière pour Lucinda Brandt qu'il a dédiée à sa maman qui est décédée il y a quelques jours. Tout à fait. Ce qui pouvait expliquer peut-être son absence de Flamanville euh, à la manche précédente. Cactus, Juste, alors attends, Oui, j'avais vas-y. quelques détails moi, par rapport à cette course. Au niveau de la start list, en fait, on avait trois nations qui étaient bien représentées, donc les Pays-Bas, la Belgique et l'Italie. Logique. Et après, on avait trois autres coureuses, si je ne dis pas de bêtises, avec Sydney McGill, Anna, donc la Canadienne, Anna Megal pour les États-Unis, et Adèle Hurtelou pour la France. Donc ça fait un peu faible. Bah, Un petit peu. Ouais. d'ailleurs, c'est le problème de faire une course en Sardaigne aussi. Et je pense que, on avait eu il y a plusieurs années des manches à Val di Sole, par exemple, qui étaient les manches sur neige, il me semble, Ouais. etc. Je pense que le faire en Italie continentale, c'est déjà beaucoup moins compliqué en termes de pratique. Donc, je pense que c'est forcément un point qui va nuire à ces manches de Coupe du Monde en Sardaigne. Après, il y a aussi les stages d'équipe qui commencent, il me semble, en ce Ouais. moment. Donc, on rentre dans la période où ça peut rentrer en concurrence avec, on va dire, les activités d'équipe.
Mais on va aussi avoir des retours, mais ça, on en parlera un peu plus tard. Ouais. Bah, pour une manche de Coupe du Monde, C'est un c'est peu qu'on léger, dit. on est Ouais. d'accord. On dit C'est Coupe du 20, Monde s'ils s'enchaînent les meilleures courses, mais si au final il y a elles étaient 28, hein, je crois, c'est ça? 29. Sachant qu'en plus, là, il n'y avait pas de manche junior, donc on a eu quelques juniors qui ont couru parmi les élites. Donc ça a pu encore plus gonfler le chiffre, si on... Parmi les Mm. Italiennes, je pense que. Ouais, notamment. Ouais. Bah, Giorgia Pellizzotti, me semble, elle finit dans le top 20. Je ne sais plus 16e. exactement. Donc voilà. Oui, après c'est au-delà du top 20, mais c'est vrai qu'elles sont encore jeunes. Ok. Rebecca Garibaldi aussi, qui fait un beau résultat. Cactus, tu nous emmènes en Amérique du Sud. Cette fois-ci, C'est j'ai bon. ça. Ce n'est pas Puisqu'on avait Champagne, c'est bien l'Amérique du Sud. ces dernières semaines les 20e Jeux bolivariens, donc Juegos Bolivarianos en VO, donc qui se sont tenus au Pérou, donc notamment à Lima pour les épreuves de cyclisme. Donc à l'origine, c'était une compétition entre la Bolivie, la Colombie, l'Équateur, le Panama, le Pérou et le Venezuela, donc qui sont liés par la figure de Bolivar, justement, qui est, pour résumer très rapidement, le héros de l'indépendance au 19e. Et ça s'est ouvert à d'autres pays depuis 2013, donc le Chili, le Salvador, le Guatemala, le Paraguay et la République dominicaine. Donc il y a plusieurs compétitions de ce genre. Il y a les Jeux méditerranéens qui existent aussi, par exemple, des choses comme ça. Donc, qui sont reconnus par l'UCI, qui rapportent quelques points, mais ça n'a pas le prestige que peuvent avoir des championnats continentaux ou plus. Et on a eu donc des épreuves de cyclisme seulement de la route, donc contre la montre, dont la tenante du titre était l'équatorienne Myriam Nunez, et la course en ligne qui avait vu la dernière fois, donc en 2022 il me semble, la victoire de la Chilienne Aranza Villalon. Donc on a surtout vu du maillot colombien sur cette édition, avec un doublé sur le chrono, Diana Penuela devant Lina Marcela Hernandez, et troisième place pour Lilibet Chacon, la vénézuélienne. Et sur la course en ligne, on a eu un triplé de la Colombie, avec Juliana Londoño, donc la coureure de pique-nique, qui ajoute à son titre de championne nationale et de championne panaméricaine celui de championne bolivarienne, si on peut dire ça comme ça. Et deuxième place à nouveau pour Lina Marcela Hernandez, et troisième place pour Diana Penuela. Et globalement, j'allais dire, il me semble que c'est la Colombie qui remporte les Jeux, mais il y a une quarantaine de disciplines. C'est pas que du cyclisme, quoi. Oui, Et un peu de tout. un petit peu comme les Jeux Olympiques, quoi. Ça regroupe plusieurs Doit un disciplines. peu, mais en plus restreint. Ok, très bien. Merci Cactus. Je me permets, Fly, avais-tu noté qu'il y a à peine un quart d'heure, Federica Venturelli était en direct sur Instagram? Ah non, j'ai pas noté. Ah là là. J'ai son maillot juste à côté là, mais Ça veut Ah, dire qu'elle n'était pas là pour regarder le podcast. ah, non, ça veut dire qu'on aurait pu prendre ça comme raison du retard de démarrage, alors que c'était juste moi qui étais en retard. Est-ce qu'on a fait le tour des résultats, messieurs? Moi, c'est bon. il y avait un petit résultat de piste. Une certaine Clémentine Tessier, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'est testée au Keirin et qui a fait un petit podium ce week-end. Voilà. Ah, Mathilde Gros, accroche-toi à ton vélo. Voilà. La concurrence arrive. Eh bien, on va enchaîner sur les previews on va sortir un petit peu de la Coupe du Monde pour y revenir juste après, mais on va commencer par l'Exact Cross pour toi, Fly. Ouais, donc ça va être la course qui va être ce week-end dès samedi. Donc ça va être au niveau de Courtrai. Courtrai, c'est juste à côté de la frontière avec Lille, donc de l'autre côté chez les Belges. C'est un cyclocross qui a lieu en centre-ville et qui passe notamment au-dessus d'un pont, du pont du centre-ville et qui longe le fleuve, j'ai plus le nom, c'est l'Aïeux, je crois, un truc comme ça. Mais voilà, donc c'est sur le bord du fleuve et ça traverse à deux moments. Donc, si vous voulez recouper, c'est un peu compliqué. Voilà. Ou faut y aller à la nage, quoi. Ouais, mais encourager en plus un agent, Surtout en poulet. ouais, ça va être compliqué là. Ça flotte le poulet, ça flotte. Ouais, mais bon, le moteur, il risque de pas apprécier. Ah, ouais. Pas de start list encore, j'imagine. Non. Non, c'est un peu tout. Très bien. Et on va quand même enchaîner dimanche sur de la Coupe du Monde.
en Ouais, l'occurrence avec la Coupe du Monde à Namur, exactement. sur Donc, Forteresse. pour rester en Belgique, d'ailleurs, je suis en train de me dire, est-ce que les deux sont en Wallonie? Il me semble. Courtrai, vu comment c'est présenté, ça doit être flamand. Ouais, c'est juste à la limite, on sait jamais. Donc, Enfin, c'est ouais, ça, Courtrai, c'est les limites, mais il me semble que c'est flamand. ouais, c'est côté nord, ouais. Donc voilà, donc dans ce coup, ça sera pas deux en Wallonie, mais Namur, c'est bien en Wallonie. Donc au niveau de la citadelle, avec un circuit qui est à peu près le même que les années précédentes, hein, avec une grosse descente d'un côté, une remontée en dévers de l'autre, une petite montée pavée parce que c'est toujours marrant. Voilà. Vivement Euh, qu'il y ait un cross où ils rajoutent des crocodiles parce que c'est toujours marrant. exactement. Ouais. Et donc ben voilà, donc on n'a pas la start list complète. Par contre, on a eu la start list des Pays-Bas. Donc ils vont annoncer une start list avec de la grosse artillerie, puisqu'il y aura le retour d'une certaine Puck Peters. Et avec elle, il y aura aussi une Lorraine Molenrath. Euh, il y aura Pam Hoffmans, il y aura Lucinda Brandt forcément, Annick Van Alphen, Léonie Benveld, je crois. Et voilà, un peu les meilleurs du circuit. Et donc, ben, en face, il faudra essayer d'aller les battre. Il y aura peut-être moins de Françaises, puisqu'on aura aussi une étape de Coupe de France ce week-end, en l'occurrence dimanche également, le 14, en même temps que Namur, et ça se déroulera à Ouistreham, en Normandie. Donc j'imagine qu'on aura un circuit avec du sable à Ouistreham, hein, c'est quand même un peu obligatoire. S'il n'y a pas un peu de sable, c'est pas Il me rigolo, semble, oui. hein. On aura une course junior, évidemment, avec Ali Pichon qui va défendre sa première place à la Coupe de France actuelle. Et puis côté élite, on va attendre de voir qui sera sur la start list, mais l'épouvantail, c'est Amandine Muller qui a fait au pire deuxième des 4 premières manches de la Coupe de France. Et Anaïs Morichon qui est derrière elle au classement général de cette même Coupe de France. On va juste rappeler que l'an dernier, c'est Julie Browers qui l'avait remporté et l'année précédente, en 2023, c'était Evita Music. Voilà pour les previews. Est-ce qu'il y a d'autres Alors, ouais, courses dont on souhaite parler? juste non, parce que tu l'as évoqué pour la Coupe de France, mais on aura une course junior à Courtrai. Donc samedi, il y aura deux courses. Alors l'une, c'est tôt le matin, je crois que c'est à 10h pour les juniors et 13h45 pour les élites. Et dimanche à Namur, maintenant, ils vont organiser 5 courses sur la journée, mais bon, ils vont en faire 4 pour les hommes et une pour les femmes. Donc voilà, il n'y aura que la course élite qui nous intéressera. Ok, Du coup, on fait un épisode lundi prochain ou on refait une pause? on va refaire une pause, hein, je crois. Donc il faudrait peut-être. Bah, si on fait une pause, on risque d'en faire une longue, non? Parce qu'on n'avait pas dit qu'on Ah, faisait, qu'on coupait pour Noël. On fait une pause à Noël. Donc là, il reste. C'est bien de faire ça en live, c'est extrêmement Ouais, professionnel. c'est bien, ouais. bien On a organisé. préparé, attends. Parce que on peut déjà vous dire qu'on n'aura pas d'épisode le 29, donc Ça, c'est sûr. le lundi entre Noël et jour de l'an. Donc, on pourrait peut-être faire une pause le 15, donc la semaine prochaine, pour faire un épisode le 22, sachant qu'on n'est pas sûr que tout le monde soit disponible le 22 quand même. Voilà, surtout moi, Ou d'ailleurs. l'inverse. Voilà. Donc Mais bon, vous nous au suivez cas sur les où, réseaux, donc vous verrez sur les réseaux mais au s'il y cas a un où, épisode le 15 et pas le 22, ou l'inversement, s'il y a un épisode le 22 et pas le 15. mais au cas où, le 20, on aura, enfin le week-end du 20-21, on aura les manches de Coupe du Monde à Anvers et à Coxside. Ouais, alors après, de toute façon, ça va s'enchaîner, hein, surtout. C'est ça. Je vais aller afficher le calendrier, là, comme ça, vous pouvez voir. Ouais, De toute ouais, il y a façon, pas on mal l'a de sur le choses, site. effectivement. On va avoir Anvers et Coxside sur le week-end. Et après, sur la semaine de Noël, et d'après, on va avoir le Silver Cross le lundi, un Super Prestige à Zolder le mardi, la Coupe du Monde à Gavert le vendredi, la Coupe du Monde à Dendermonde le dimanche, un cross à Lunaut le lundi qui suit, le Super, ah mais là non, on sera pas revenu, le Super Prestige de Dugem le mardi, Grand Prix Sven Nys le premier, après Super Prestige de Gullegem et la Coupe du Monde de Zonhoven. Voilà, de toute façon, si vous avez prévu d'aller voir des courses, allez en Belgique. Ou aller au Voilà, de championnat toute de façon. France à 3 début janvier, il y aura peut-être un cactus.
Effectivement. Le 10-11, le week-end du 10-11. Ouais. On Mais sera on est Et revenu nous, d'ici là. et nous, on aura de la matière pour l'épisode de début janvier, de toute façon, quoi que l'on fasse au niveau des pauses. Exactement. Allez, on passe aux actualités. Allez, Au niveau. Ouais, ouais, c'est bon? c'est bon. Allez. Eh ben, on passe donc aux actualités. Et on avait. Allez, on parle quand même du parcours du Giro, Fly en premier, ou Allez, comment tu veux? bah allez, on peut y aller. Donc le parcours du Allez, Giro qui a été dévoilé ce week-end. Alors attends, parce que là j'ai pas le bon fond de Bon, le carte. week-end dernier même, non? Ouais, je sais plus. Bah, ça a été dévoilé depuis le dernier épisode, quoi. Ouais, voilà. Bon, évidemment, là il y a des trucs qu'il ne faut pas forcément voir, mais tant pis. c'était le Euh, lundi, non? ouais, ça a dû être lundi, ouais. Alors, attends. Bon, bref. Bah, c'est un parcours qui va être un petit peu sur la partie nord de l'Italie, puisque ça va pas descendre vraiment au sud. Donc on aura une première étape assez plate. Du côté, c'est où ça? C'est Ravanesia, comme ça. Voilà pour la première étape. Après, on partira un petit peu vers le nord. On aura une deuxième étape au profil un petit peu accidenté, puisqu'on aura un petit col au milieu de la course, mais après, grosse descente et puis arriver sur du plat. Troisième étape, qui aura quelques bosses aussi dans le final, mais ça peut quand même convenir à une certaine Lorena Vives. Étape 4, donc ça c'est l'étape que je trouve la plus intéressante, moi, de ce début de parcours, qui sera un chrono en bosse, donc avec un petit chrono de 12 km, mais bien, bien intéressant, qui sera de côté de Bellino, comme ça. Étape 5, qui là va vraiment commencer à faire mal aux jambes, puisqu'on aura quand même 4 bosses dans le, 4, ouais, limite 4 cols, hein, qui s'enchaîneront. Avec surtout le dernier col qui sera pris deux fois. Donc ça veut dire que si vous êtes sur place et que vous voulez être dans le dernier col, alors il n'y aura pas l'arrivée en haut, mais vous pourrez les voir passer deux fois. Donc ça c'est toujours intéressant. Après on aura une sixième étape qui sera un petit peu étape de transition puisqu'on va longer le lac et puis après ça arriver au sprint. Voilà, donc une autre étape pour Lorena Vipes, pas loin de Parme. Étape, étape 7 qui là aura une belle montée sur la fin avec des beaux pourcentages, mais pareil, une petite arrivée en descente, Mm. 20 km. Et pas mal de distance. Là, celle de la veille, on sera sur 155 bornes. Là, on sera sur plus de 160, donc ça usera aussi. Exactement, ouais. Point de vue là. Ça usera. Et puis bon, pour ceux qui font les transferts en voiture, ça usera aussi. L'étape 8, alors ça va être l'étape reine, qui aura une arrivée à Sestrières, mais surtout qui aura le col du Finestre. Voilà, donc l'un des cols les plus durs d'Italie, avec notamment la fin qui n'est pas asphaltée. Le Il sommet, me semble que c'est une première. pour les femmes, ouais, il me semble aussi. Le sommet, tu as un peu plus de 2000 mètres d'altitude, donc début juin, ça sera. Normalement, on verra si c'est pas trop enneigé. Bon, Et je veux dire, puis, quand ils sont passés chez les hommes cette année, c'était un peu plus tôt et il n'y a pas eu de problème. Donc, on peut ok, imaginer que ce soit plutôt optimiste. ok, restons optimistes. Et donc la dernière étape qui terminera à Saluzzo, qui sera une petite étape en forme de 8 avec un petit col d'une dizaine de kilomètres en première partie, et puis après ça reviendra vers Saluzzo avec aussi une petite montée qui est intéressante parce qu'elle est à 110 km, donc à 30 km de l'arrivée. Le sommet est à 30 km de l'arrivée. Par contre, le pied est tout près de l'arrivée. Donc si vous êtes dans le col et que vous voulez redescendre vers l'arrivée, ça sera à peu près direct. Donc vous pourrez faire le départ, le col et l'arrivée. Voilà, donc pour terminer en beauté ce Giro d'Italie. Mm. Et donc pour les dates, ça sera du 28 mai au 7 juin, un truc comme ça. C'est ça, on rappelle que le Giro a été ravancé d'un mois à peu près pour pouvoir s'enchaîner directement avec la course masculine. Exactement. Et aussi pour ne plus être en conflit direct avec le Tour Homme, parce qu'en termes médiatiques, c'est sûr que c'est compliqué. Ouais, Bon, le problème, c'est que maintenant, ça fait quand même un peu lourd d'enchaîner depuis les classiques ou au moins depuis la Vuelta avec les courses comme Burgos, l'Itulia, le Giro, etc. Ça laisse pas beaucoup le temps de couper pour les grimpeuses. ouais, c'est vrai que les enchaînements des courses par étapes, ça peut faire mal. Ouais, vous aurez compris que vous pourrez peut-être croiser un poulet sur
sur les routes du Giro, puisqu'il a déjà étudié les moyens d'aller sur diverses étapes. Exactement. Euh, Au passage, vous avez aussi dans nos posts sur le sujet le lien vers le parcours, donc n'hésitez pas à y aller. Pas Ouais, encore donc sur le ça site sera de le Fly, mais lien. pas tarder. C'est c'est sur le site, sur notre site, il y a des liens, je crois, je vais vérifier après. Mais après, ouais, c'est sur Open Runner, voilà, il y a une collection avec les 9 étapes. Donc vous pouvez vraiment naviguer dessus et puis tout avoir sous la main sur un seul écran. Et on rappelle que le Finestré, c'est pas très loin de la frontière française. Donc, Exactement. si vous êtes dans les Alpes à ce moment-là, c'est pas un très Voilà. gros détour. Bah, par rapport à Briançon, c'est quasiment direct. Bah, voilà, c'est Strières, c'est en face de. Enfin, il y C'est a de l'autre juste côté de Montgenèvre à Briançon. côté de Ouais. Briançon. Donc, Il y a juste un col à passer, mais bon, il y a un tunnel, je crois. disons que c'est plus facile d'aller voir le Giro quand vous êtes dans les Alpes que quand vous êtes aux Pays-Bas. Exactement. Mais bon, je n'habite plus aux Pays-Bas, donc c'est bon. Euh, Actualité suivante, on va passer à Cactus, il va nous parler des vélos d'or. C'est ça qui. Donc, la cérémonie avait lieu vendredi dernier. Et on a eu un doublé pour Pauline Ferrand-Prévot, donc, qui, on rappelle, a gagné les 2 plus grandes courses françaises de la saison. Hein. Désolé 53, mais Elle n'a pas gagné Chambéry, quoi. Deux sur les trois. donc elle a remporté de manière, on va dire, indiscutable le trophée Jeannie Longo de la meilleure coureur française, et de manière beaucoup moins indiscutable le vélo d'or femme générale. Donc l'autre trophée qui a été décerné pour le cyclisme féminin, c'est le trophée Eddy Merckx, donc pour la meilleure coureur de classique. Entre parenthèses, il n'y a aucune femme qui a fait des classiques, ou c'était juste parce qu'on n'a pas d'idée? Enfin bref, Ils vont pas s'embêter, attends. Oh. ils ont déjà mis Jeannie Longo, c'est vrai, ils ont fait un Ouais, effort. c'est déjà pas mal. Donc voilà, qui a été remporté par Lorena Wiebes, qui a notamment gagné cette année le Samin, Milan-San Remo, la Classique Bruges de Panne, Gand-Wevelgem. Elle a terminé aussi 3e de Paris-Roubaix et 5e de l'Omloop, pour ne parler que des classiques du printemps, parce qu'en plus de ça, on peut rajouter le titre national des Pays-Bas, la Copenhagen Sprint, le CIMAC avec 5 étapes sur 6, 2 étapes et le classement par points sur le Giro et le Tour, 3 étapes et le classement par points sur l'UAE, une étape sur la Vuelta Burgos, une étape sur le Tour of Britain, et là, on parle que du World Tour et que des épreuves routes, parce qu'il y a quelques maillots arc-en-ciel en bonus. Heureusement que le palmarès de Pauline Ferrand-Prévot était plus court. Ah oui, mais elle a pas fait en même temps de la piste, en même temps de cyclocross, en même temps, enfin voilà. Donc, Après, non. parce que Lorena Vibes, elle fait tout en même temps. Ok, d'autres choses à dire sur ces vélos d'or? Je n'y accorde aucune importance. Si ça va comme avis. Donc, je vais revenir sur pourquoi je disais que c'est plus discutable pour Pauline Ferrand-Prévot pour le vélo d'or général, du coup, parce que, bon, certes, elle a remporté le Tour, elle a remporté Paris-Roubaix, mais à part ça, on peut penser que c'est un peu léger. Là où on a d'autres coureurs, comme Lorena Wiebes, justement, qui a été présente toute la saison, comme pour être dans un profil un peu plus comparable d'Emi Vollering, qui a gagné la Vuelta, qui a gagné l'Estradé, qui a fait deuxième du Tour, qui a fini la saison avec un titre de championne d'Europe, etc., qui a aussi été, on peut dire, plus consistante sur l'année. Donc après, forcément, il y a une part de subjectivité aussi, parce que si on veut juste les résultats, il y a le classement UCI qui existe et c'est pas forcément beaucoup plus fun. Oh, le Mais on 14e. peut penser que d'une part, il y a peut-être eu un peu de chauvinisme, et d'autre part, que le fait que ce doublé de Pauline Ferrand-Prévot soit couplé à son retour sur route après presque 10 ans sans y être vraiment venu, etc., ça a dû jouer aussi. Et je ne sais pas si en ayant fait la même performance après être revenu depuis 5 ans, ça aurait été aussi marquant. Mais chacun est libre de Si, juger. il y a peut-être Et aussi que les de... gens qui ont voté ne regardent que le tour. Hmm. Et donc forcément. Oui, il y a peut-être ça aussi. Non, mais bon, après, ce que je voulais dire, c'est, grosso modo, pour moi, sur la saison, il y a débat entre Pauline Ferrand-Prévot, Elisa Longo-Borghini et Marlène Reusser. Entre les trois, c'est discutable pour la troisième place. Voilà. Ok. Écoute, c'est toi qui vois ça comme ça. Ce ne sont pas les règles du vélo d'or, visiblement. Mais c'est Et pas de toute grave. Toi, façon, tu vas quand même on nous donne parler les de notes. règles, Fly, et c'est les règles UCI qui évoluent pour les courses World Tour.
Ouais, je voulais revenir là-dessus parce que c'était pas totalement clair Des par règles rapport. UCI pas claires? C'est Oui, étonnant. non, mais aussi entre les gens qui avaient vu les infos ou quoi, on les avait peut-être pas non plus totalement partagées. Donc, dans les règles pour l'année prochaine, c'est que les équipes World Tour, donc les a priori 15 équipes qui seront au World Tour, elles devront participer à toutes les courses World Tour. Donc, que ce soit celles qui se passent en Australie en début de saison, les classiques, voire les courses en Chine en fin de saison. Et elles pourront en sauter une par an, donc juste une. Et elles devront changer, ça ne pourra jamais être deux fois la même au cours des trois périodes de la licence UCI. Donc voilà, donc si on prend en compte ben, par exemple les courses en Chine, vu qu'il y en a deux, ben, elles ne pourront pas les sauter les deux tous les ans. Donc les courses qui n'ont eu que 5 équipes pour le tour cette année par exemple, ben, devront en avoir beaucoup plus l'année prochaine. Mm. Et donc voilà, donc sur ça, elles ont aussi l'obligation de faire les trois grands tours. Mm. Et après, il y a aussi une règle comme quoi il ne peut pas y avoir quatre équipes qui disent non à la même course. Et enfin, le truc le plus fun, c'est que elles doivent donner la liste et indiquer quelle course elles vont refuser dans 2 jours, donc pour mercredi. Voilà, donc ça peut pas être Il fait me en cours de semble saison. qu'il y avait aussi une règle que s'il n'y avait pas assez d'équipes inscrites avec un certain délai, les Ouais, courses World Tour pouvaient inviter des équipes Conti, ce qui n'était pas ouais. forcément garanti avant. On Alors, pense notamment aux équipes ouais. australiennes, enfin, aux courses australiennes ou chinoises qui vont pas forcément intéresser les pro teams comme des Winspace, des ma petite entreprise qui n'ont pas forcément beaucoup de budget pour aller Ouais. là-bas. On peut Donc en fait, ouais, au niveau des courses, ils ont indiqué qu'il peut y avoir 24 équipes au départ des courses World Tour. Donc on compte les 15 équipes World Tour. A priori, il y aurait 7 équipes Pro Team. Donc ça laisserait au moins 2 places. Mm. Donc a priori, il y aurait des équipes Conti qui pourraient être invitées. Et après, il y a la règle qu'elles peuvent inviter plus que les deux. Si elles font la demande aux équipes Pro Team, elles invitent toutes les équipes Pro Team. Et 30 jours avant la course, elles ont suffisamment de réponses négatives qui leur permettent d'inviter les équipes locales. D'abord les équipes de leur pays, puis les équipes Conti d'autres pays. Donc les inviter pour la course. Mm. Donc voilà, c'est un petit peu un petit bazar, mais Ouais, Enfin, ce sera plus clair avec le déroulement de la saison, je pense. voilà. tout à fait. Mais Tout à bon, fait. pour ça, il faudrait déjà qu'on ait la liste des équipes pour le tour et qu'on ait à tout hasard, enfin, des nouvelles de, par exemple, Roland. Par Par exemple, exemple. si ça se trouve, c'est pas eux, Ouais. hein. Mais bon, Mais dans Roland, 2 jours, Roland, pour dans l'instant, deux ils sont jours, dans les t'en tours de auras. l'année dernière. Ouais, c'est Dans ça. 2 jours, t'en auras Rien de forcément, puisqu'ils vont devoir annoncer où ils vont et où ils vont pas. Ouais, Mm, mercredi, c'est ça. Normalement, il y a la liste des équipes qui sont World Tour et la liste définitive des équipes Pro Tour. mm. Et Parce qu'on puis, rappelle qu'il y avait eu 16 candidatures pour du World Tour. Donc, les équipes actuelles, euh, sauf, enfin, ouais. Leeds, a priori, qui était une des deux équipes qu'on ne savait pas, et une autre qu'on ne savait pas non plus, qui serait peut-être Roland, sachant qu'il y avait aussi IF qui devrait monter et Cofidis qui est beaucoup plus incertain. Exactement. Mais après, moi, quand je vois cette règle de faire toutes les courses World Tour, Mm, parce que j'ai regardé l'année dernière, il y a 3 équipes qui respectent cette règle-là, mm. de faire toutes les courses World Tour sauf une, sur les 15. Mm. Ben, il y a un peu l'impression que l'UCI essaie de forcer et Oui. en même temps de forcer la montée de niveau, mais de calquer, enfin de reproduire ce qui existe chez les hommes, parce que cette règle, elle va aussi être appliquée chez les hommes à partir de l'année prochaine, en n'ayant pas forcément envie de prendre en compte que c'est Ouais, pas possible de tout recopier. Ne serait-ce que parce que certes, il y a peut-être un peu plus de courses chez les hommes, mais il y a 10 coureurs de plus par équipe, c'est-à-dire que les équipes, elles sont à 150 de capacité, on peut dire. Enfin, il y a moitié plus de coureurs dans une équipe masculine que dans une équipe féminine, au moins. Donc ouais. forcément, il n'y a pas la même capacité de renouvellement, etc., entre les courses. Après, il faut voir aussi que le calendrier World Tour féminin, il n'y a jamais 2 courses en même temps. Mm. Donc il suffit d'avoir cette coureuse et puis c'est bon, tu fais une équipe. Ouais, c'est bien, les coureurs qui vont être baladés d'Australie aux Émirats en Belgique sur un mois, ça va être sympa. Ouais, c'est aussi ça la problématique. Moi, je pense c'est que l'UCI veut forcer la main là-dessus, mais il y a quand même des coûts pour Ouais, aller, que ce soit en Australie, en Chine, à la fin de l'année, et cetera, se balader à droite à gauche. Et bah, le résultat, c'est que on a soit des équipes qui n'ont pas les moyens, soit des équipes qui finalement réduisent leur roster
pour pouvoir Ouais. rentrer dans le budget, quoi, tout simplement. Hein. Mm. Et En sachant qu'en plus, ça va pas aider les courses qui ont le malheur, entre guillemets, de se dérouler en même temps. On a vite fait évoquer Chambéry tout à l'heure, qui est en même temps que l'Amstel, par exemple. Bah, une équipe qui a une dizaine de coureurs qui n'est pas en capacité de mener les deux fronts, elle peut vite devoir renoncer à Chambéry, par exemple. oui. Et après, il y aura plus d'équipes pour le Tour à Chambéry. Chambéry n'aura plus de budget parce que s'il n'y a pas les meilleures équipes. C'est ça. Mm. Voilà. Donc, C'est ça. grosso modo, Lucie il regarde le haut de la pyramide et puis c'est tout. Et espère que ça suive. Voilà. Mais justement, là, on a ma petite entreprise qui a annoncé un calendrier prévisionnel de ses courses pour 2026. C'est France, Belgique, Suisse, Italie, Espagne. C'est ça. Donc l'équipe est en pro team, donc n'a pas cette obligation. Mais on voit qu'il n'y a ni l'Australie, ni la Chine, par exemple, qui sont prévus. Ouais. Bah, ni les Pays-Bas d'ailleurs, hein. J'ai Mm. remarqué, ils font pas les Pays-Bas, ils font pas de course. Ouais, non, l'Angleterre, il n'y en a pas non plus, je crois. C'est ça. Donc Ouais. on sait déjà qu'il y aura des impasses de la part de ma petite entreprise. Ouais. Il faut maîtriser les coûts. Mm. Mais en fait, moi, quand je vois ça, je me dis, mais pourquoi les équipes candidatent pour le World Tour? La garantie de participation, j'imagine. Ouais, mais tu regardes au niveau des invitations, si tu es en Pro Tour, vu le nombre de courses, bah, tu as les invitations aussi. Ouais, C'est mais d'une part, ça, c'est pas garanti, enfin, c'est pas garanti sur le long terme. Ouais, Et d'autre part, je pense qu'en termes purement marketing, si tu veux, c'est quand même plus vendeur de dire que tu es en première division, que tu es garanti de participer, que de dire que tu es en deuxième division. Enfin, pour ouais, attirer des sponsors, etc., je pense que c'est quand même plus intéressant d'être en première division qu'en deuxième. c'est effectivement la visibilité et le prestige pour les partenaires. Mm. ouais, Donc la Mais voilà. visibilité, tu peux l'avoir effectivement en restant en dessous, Mm. parce que tu vas être invité de toute façon, mais le prestige, c'est le World Tour. Mm. Mais justement, une équipe comme Laboral qui disait vouloir viser le World Tour, qui avait même candidaté il y a 2 ans, il me semble, quand il y avait eu le renouvellement des licences sans en obtenir, elle n'a pas candidaté cette année. Parce que ouais, je pense qu'ils ont conscience que là, a fortiori cette année, en terminant dans les deux premières Pro Teams, pardon, mais même avec la suite, elles ont plus ou moins un calendrier World Tour sans les contraintes. c'est ça, Même chose pour la Volga Vessels. c'est ça, ouais. Et Par après, il y a contre, possiblement, enfin, je veux dire, il me semble que le salaire minimum n'est pas le même non plus, etc. Donc, c'est aussi ouais. des aspects budgétaires à prendre en compte, en plus de ce qu'on disait sur les courses elles-mêmes. Ok, très bien. Très bien, très bien. Y voit plus On parlait de clair. quoi déjà de la base? Oh, de l'UCI, Oui. c'est règle. On avait une actu non attribuée dans le programme, messieurs, c'est sur Airmonex. Ouais, bah, c'est l'équipe qui a annoncé qu'ils allaient réduire leurs activités. Ils étaient en Conti, je crois, et ils vont faire, Mm. ils arrêtent totalement l'équipe continentale qui courait quelques courses en Europe. Alors, pas beaucoup, mais voilà, Surtout en ils Italie, annoncent. hein, forcément, Ouais, l'équipe est basée à Saint-Marin. Et c'est l'équipe qui avait aussi révélé, si on peut dire, notamment Valentina Venerucci, qui a rejoint ensuite la Rome Italia. ouais, C'est ça. Ça. Et il me semble que, je sais plus si Romina ouais, Inarossa, qui est maintenant chez Lotto, était pas chez Hermonex aussi l'année si. dernière. Mais voilà, c'est une équipe qui a pour vocation de permettre l'accès notamment aux Mexicains et aux Mexicaines à un calendrier européen et du développement, mais l'équipe a décidé de se concentrer sur la formation des jeunes. Très bien. On a eu une annonce qu'on attendait un petit peu sur l'arrivée d'un partenaire pour l'équipe Phoenix. Et en l'occurrence, il s'agit de Première Tech Cactus. C'est ça, donc le sponsor canadien Première Tech, donc qui était sponsor chez les hommes de l'équipe Israël encore cette année et qui a décidé de rompre son contrat donc en fin de saison, qui est devenu aussi partenaire de Saint-Michel, on en avait parlé, est devenu co-sponsor titre des équipes, donc Phoenix, mais aussi de l'équipe masculine, donc Alpecin, jusqu'en 2028 avec 3 ans en option, si j'ai bien compris. Donc, et à cette occasion, l'équipe Phoenix de Koenig, qui va donc devenir Phoenix Première Tech, a annoncé 3 recrues dont on reparlera. Chez les hommes, on a une recrue qui est vraiment matérialisée Première Tech, si on peut dire, qui est vraiment en lot. Là, on n'en a pas, mais c'est aussi parce que Première Tech n'avait pas d'équipe féminine en partenaire, comme c'est le cas chez les hommes.
Mais peut-être Et qu'on aura qu'on aura des arrivées de Canadiennes, bon, plutôt pour 2027 du coup, mais chez Phoenix, il y aura peut-être un peu de sirop d'érable. ça mettra un peu de sirop d'érable dans le cyclocross. On a une équipe qui change de département de Charente-Maritime vers la Mayenne. C'est ça, donc la Winspace Orange Steel qui va quitter la Charente-Maritime pour la Mayenne, puisque le département va devenir compte sponsor de l'équipe, qui va devenir Mayenne Montbana MIPI, je suppose que ça se dit comme ça. On va dire, Maipaille. J'aurais dit je sais- Maipi. MIPI. On J'aurais va dit dire MIPI Maipaille. à la française, et puis au pire, ils nous J'aurais corrigeront. dit Mayenne, et puis voilà. Donc voilà. Moi, j'aurais dit Maipaille, je crois qu'ils font des gâteaux. Ah, c'est pas bête ça. Bah oui, Ah, c'est possible. Mm. Bon, bah, l'équipe 3M, voilà. Ah, ben là, ils font des adhésifs. c'est pas un partenaire d'Arum Italia d'ailleurs, 3M ou quelque chose comme ça? C'est 3T. Je sais pas, 3T? c'est Ah, 3T. presque. C'est une marque de vélo. Il y en a. Ouais, bah écoute, il y a 3, il y a une lettre, c'est une Ouais. consonne. Ouais. On fait ce qu'on peut. Les anciens très to be. Donc, l'équipe a été confirmée à 10 coureurs par le manager, donc Jean-Christophe Barbotin, dans une interview à Vélo Club. Donc, donc ça confirme si besoin était les départs d'Aurélien Nerlot et de Florence Normand, puisqu'on a déjà les 10 coureurs entre les prolongations et les arrivées. Mais il disait aussi dans cette interview que s'il y a plus de sponsors qui viennent, rien n'empêche d'avoir plus de coureurs. Ils sont en train de nous faire ma petite entreprise en Mayenne, en fait. Ouais. Hein, mais on ne sait jamais s'ils veulent recruter une coureur qui vient de pas loin en plus de la Bretagne et qui pourrait par exemple leur permettre de commencer leur nouvelle identité avec un titre de championne de France. Il me semble qu'il y en a une qui a toujours pas de contrat après l'arrêt d'Arkea. Tu leur en as parlé ou pas? Mais tu crois que je parle à des gens? Fais ta promo, fais la promo, mec. Ok. Qu'est-ce qui nous reste de beau? Allez, on commence par la mauvaise nouvelle. Bon, c'est deux mauvaises nouvelles. Ouais. Qu'est-ce qui nous Le reste de tour beau? de, Des mauvaises nouvelles. Parfait. le Tour de Norvège, Fly. Ouais, exactement. Le Tour de Norvège qui a annoncé qu'il n'aurait pas d'édition l'année prochaine. Donc, voilà, c'était une course qui devait se jouer en même temps que le Giro d'Italia. Et voilà, ils n'ont pas eu les fonds de la part de la Norvège. Donc, plus d'argent, plus de course. Ça mérite d'être radical. Et puis, un peu plus d'infos sur le Paris-Roubaix 2026. Exactement. Donc, ils ont annoncé, c'est Thierry Gouvenou qui a annoncé l'une des raisons, enfin, voilà, les raisons qui ont poussé à mettre Paris-Roubaix le dimanche. Donc, il évoque comme première raison la sécurité et un petit peu le budget. Donc, voilà, organiser 4 courses sur une seule journée, ça fait bloquer une seule journée les routes. Les contraintes de police, notamment, sont regroupées sur une seule journée au lieu de deux. Donc, ça va aussi réduire le budget. Et puis, ça risque de moins gêner les habitants du Nord. Et puis après, il disait aussi que ça permettrait peut-être d'avoir plus de téléspectateurs, je pense, surtout sur la course. Donc, voilà. Et il a aussi annoncé que la course femme serait après la course homme. Voilà. Bien, parce qu'on n'a pas du tout d'exemple qui montre que les spectateurs se barrent après la Ah course non, homme. non, non, non. Mhm. Les mecs, ils sont déjà plus là pour le dernier homme. Donc, Non, non, bah, j'allais dire, du coup, est-ce qu'on va réduire le Tour de France parce que c'est trop long? ben oui. Parce que pour le coup, ça en prend beaucoup des jours de sécurité et de tout ça, hein. Mais après, c'est 2 jours au même endroit. C'est vrai que sur le tour, oui, ça prend toujours, mais c'est juste un jour à un seul endroit. Donc, bon, déjà qu'il y a des gens qui râlent. Oui, oui. Après, enfin, pour moi, c'est pas une problématique de sécurité, c'est une problématique de budget et de Mm, budget pour la sécurité. mm. Oui, c'est Euh, ça. mais voilà. Le nerf de la guerre, c'est pas la sécurité, c'est le budget. Ouais, Malheureusement, ça coûte aussi de plus en plus cher de pouvoir aussi. avoir nos amis des forces de l'ordre sur une course. Et ça, c'est une réalité, y compris pour ASO. Ouais. Et aussi, enfin, c'est vrai que si on voit les forces de l'ordre, mais on voit les bénévoles qui sont de plus en plus difficiles à obtenir. Et s'il n'y a pas de bénévoles, bah, ça veut dire qu'il faut une société privée, donc soit faire avec la police s'il
si c'est possible, soit faire Ouais, ouais, ouais. société. On va pas me dire que dans le Nord, qui est une région de vélo, on n'arrive pas à trouver des bénévoles, on en trouve en Dromardèche. Oui, oui, non, surtout pour Paris-Roubaix, quoi. Surtout pour Mais, Paris-Roubaix, on est d'accord. mais par contre, moi, ce que je me Ok. dis, c'est que les policiers qui seront devant la course, s'il y en a qui doivent faire plusieurs courses dans la journée, avec les pavés, ça va être sympa pour eux. Ah oui, bah écoute, ils Bah, seront écoute, bien secoués le soir. Et puis en 2027, ils retireront les pavés, comme ça, ce sera plus simple. On va leur filer des oranginas. Bah, on a fait le tour des actualités? Mm. Oui? Ouais, A priori, oui. Bon, on peut passer au mercato parce qu'il y a encore un petit peu de mouvement quand même. Surtout à qu'il y a 2 peine, semaines. à peine. Surtout qu'il y a 2 semaines. Euh, Fly, je te laisse la main. Allez, on est parti. Alors, on va passer avec les prolongations avec deux équipes qui ont annoncé. Ils n'ont pas annoncé les prolongations, mais ils ont annoncé qui partait. Donc, on en a déduit les prolongations. Donc, ce sera du côté de chez AG Soudal. D'abord, la U23, on va avoir Anna Brunel, Tess Moorman, Amandine Muller, Elena Jones et Billy Goossens qui sont prolongés. Et il n'y en a pas. Ah, si, et, donc Nicole Steirenra et Shari Bossoit qui sont prolongés chez les élites. On va avoir une autre équipe qui a annoncé les partantes, c'est la Lotto. Donc ça veut dire que dans les restantes, on va avoir Sterre Vervloet, Dina Bulls, Catherine de Klerk, Lani Witte-Wrangel, Anna Van Wersch, Lealine Tottenberg et Ilken Seinav. Voilà, donc ils n'ont pas encore annoncé les nouvelles recrues, donc on va attendre les prochains jours. Ensuite, on a une prolongation du côté de Oshi Racing qui va changer de nom. C'est Isabella Escalera. On va avoir une prolongation du côté de la DAS avec Morven Yeoman, si ça se prononce comme ça. Voilà, au niveau des prolongations. Donc chez les Red Chili Bikes Oshi, on va avoir trois arrivées. Et ça sera les trois dernières arrivées de l'équipe. Donc avec Mathilde Kramer, Maëv Plouf et Caroline Kops. Donc deux qui viennent de la S. Ensuite, on va avoir Nienke Winke qui va passer de chez Picnic vers la SD Works. On va avoir Myrthe Mons qui va signer chez les jeunes de la NextJ. Donc, comme on l'avait évoqué, du côté de Phoenix Première Tech, on va avoir trois recrues. Donc, Finn Van Eyde qui elle vient de la Devo, Lotte Kreis qui vient de chez Arkea et Mylène Tezout qui vient de Ceratizit. Donc, on va rajouter la Phoenix Première Tech aux équipes qui ont recruté chez Arkea et chez Ceratizit. Donc à noter que c'est 1 an pour les deux et 2 ans pour la Devo, donc pour Finn Van Eyde. Ok, exactement. Ensuite, on va voir côté français la team Abadi Magnan qui va recruter Agua Marina Espinola et la française Sophie Almeida ainsi que Victoire Joncheret, donc qui venait de chez les amateurs. Et Jasmine Lavergne. C'est possible, j'ai pas dû la noter alors. Mais il me Donc semble voilà, que c'est la dernière annoncée, Jasmine. c'est ouais, j'ai peut-être oublié ça donc effectivement. En tout cas, elle a été annoncée après Agua Marina parce que au moment où Agua Marina est annoncé, ils ont dit qu'il y avait Ouais, 4 qui restait une étrangères canadienne. et que les 4 n'avaient pas et que voilà, il en restait une annoncée encore. Ouais. On a ensuite du côté de la Canyon SRAM Zonda Crypto Generation trois recrues, donc Eria Bianchi, Veronica Wasati, donc qui viennent de chez des juniors, et Tige aussi d'ailleurs, il me semble qu'elle vient des juniors. Tige La Kasai polonaise, elle Kiros. n'était pas junior. Ah, bon, ben Elle voilà, était espoir première année. voilà, raté. Ensuite, on va avoir du côté de la DD Group une deuxième Knaven qui va rejoindre sa sœur, donc c'est Séné qui va rejoindre Brit. On ne va pas non plus tout noter dans cette équipe, hein, mais voilà, vous pouvez de toute façon tout retrouver sur notre site. On va avoir un départ de chez Saint-Michel avec le départ d'Adèle Normand qui va partir chez Massy. On va avoir une recrue du côté de la Nexitis avec Mara Winter, donc Winter is coming, mais ce n'est pas du tout la sœur d'Elisa puisqu'elle est suisse et Elisa est autrichienne. On va avoir un départ de chez C'est Lotto sa cousine annoncé. quelque part. Ouais, cousine lointaine, hein. Mais elle m'a dit qu'il n'y avait aucun lien de parenté. Officiellement. Officiellement, ouais. C'est Donc comme les après, on est dur. oui, lointaine. Donc du côté de l'auto, on a eu un départ qui a été défini donc avec Julien Hendrix qui partira chez Carbon Bikes.
Et enfin, le dernier transfert, c'est Veronica Evers qui a annoncé qu'elle allait arrêter et mettre sa carrière en pause pour soigner sa santé, puisqu'elle est atteinte du syndrome de Redès, donc qui touche malheureusement un peu trop de femmes que ça ne devrait. Et voilà, donc il faut prendre soin et voilà, se régénérer pour revenir en forme. Elle avait déjà fait une pause en 2024 pour ça, mais Oui, donc elle prolonge un petit peu, parce que je crois qu'elle n'a pas ouais, c'est couru ça. cette année. Elle est revenue cette année, Elle avait mais recouru? elle a dû recouper en juin, il me semble. Elle avait recouru cette année? Je crois qu'elle avait fait quelques courses en début de saison, mais elle avait refait une pause en juin et elle a confirmé qu'elle ne courrait pas en 2026. Donc on lui souhaite bien évidemment de se remettre. Ok, ok. Est-ce qu'il y a un transfert que tu mets en avant, Fly? Ben moi, qui m'a surpris, je pense que ça m'a surpris un peu plus d'un, c'est le transfert de Linke Vinke qui quitte la Picnic Postenel pour rejoindre la SD Works. Alors en soi, je pense que c'est quand même un bon recrutement du côté de la SD Works, hein, puisqu'elle pourra, elle a remporté le maillot blanc sur le Tour cette année, donc ça veut dire qu'elle peut faire des bonnes choses sur les courses par étapes. Et je pense que c'était peut-être aussi quelque chose qui manquait du côté de la SD Works, donc à voir ce qu'elle fera. Mais voilà, c'est un départ un petit peu surprise parce qu'il me semblait qu'elle était sous contrat en plus Mm. chez Pinic, donc vraiment je m'attendais pas du tout à ce qu'elle parte. Même si c'est chez Donc, Picnic. ouais, voilà, mais voilà, donc moi je pense que c'est tout bon pour elle, hein. Elle pourra se faire plaisir et puis elle est déjà dans les Alpes à profiter, à faire des randonnées à dos de licorne. Il me semble que c'était son bisutage. Ouais, il y avait 2 licornes et un flamant rose, je crois. C'est ça. Cactus? Mm. Alors moi, j'ai choisi Agua Marina Espinola, donc qui va rejoindre Abadi Magnan, mais qui était déjà chez Primo Velo Groupe Abadi l'année dernière, donc qui est plus ou moins un retour aussi. Donc avant ça, elle était passée par le Centre mondial du cyclisme, par Massy Tactique et par la Canyon Generation. Et cette année, elle était chez Farto, donc en Espagne. Elle a fait quelques résultats intéressants, donc 13e du Grand Prix Presidente au Salvador, 9e des championnats panaméricains du chrono, et surtout à partir du mois d'août où elle a gagné la Vuelta Ciclista Castilla-La Mancha en amateur en Espagne, puis elle a terminé 4e du Giro Mediterráneo in Rosa, 6e du GP Ciudad d'Eibar et 5e de la Vuelta à Andalusia. Donc là, elle vient de prendre la 4e place du chrono justement aux Jeux bolivariens. Donc elle devrait être une, sinon la leader sur les terrains les plus difficiles pour l'équipe Abadi Magnan, et elle pourrait justement profiter de ces opportunités avec l'équipe pour étoffer ses résultats, voire son palmarès. Je ne sais pas si elle a déjà gagné en pro, mais ça pourrait être, pourquoi pas, l'occasion cette année. Je l'ai Enfin, jamais eu dans un quiz première victoire course pro, là. ouais, mais l'année dernière, elle a pas fait beaucoup de courses pro, je crois. Et comme c'était que l'année dernière et le début de cette année, puisque j'ai la partie 2 qui vous attend toujours. Ah si, Moi, je elle a plusieurs victoires UCI, à savoir les championnats du Paraguay contre la montre, les championnats du Paraguay sur route et les Jeux sud-américains contre la montre. Mais à part ça, elle n'a pas de victoire professionnelle, on verra peut-être à Chambéry. par exemple. Et même plus globalement, chez Abadi, on a le retour de Victoire Joncheret, donc qui est pas une énorme surprise dans le sens où elle s'était notamment occupée du graphisme pour l'équipe cette année. Et donc il y a Victoire Joncheret qui avait notamment pris l'échappée sur Paris-Roubaix en 2024 avec Komugi à l'époque, et Jasmine Laverne qui a aussi montré des choses intéressantes. C'était l'échappée qui allait au bout, celle-là? Non, c'est 2023 l'échappée qui va au bout. 2024, c'est la victoire de Kopecky. Ouais, ça doit être ça. Très bien, on a fait le tour sur les transferts. Bon, tu nous as pas dit Moi, lequel t'avais marqué? Non, moi j'aurais choisi Ninke Vinke un peu comme toi, mais j'aurais été moins sympathique vis-à-vis de la Picnic Postenel, donc c'était bien que ça soit toi qui en parle. oui, donc ce qu'on disait, l'effectif Winspace qui est a priori définitif, mais donc pas d'Aurélien Nerlot suspendu et départ de Florence Normand.
Peut-être elle rejoindra sa sœur. Qui sait. Allez, ben, écoutez, on va passer sur la suite et la fin de ce podcast. On va vous parler des événements qui nous ont marqués sur cette saison 2025. Et je crois que j'ai l'honneur d'avoir la priorité, c'est ça? Euh, Effectivement, c'est ce qui est écrit en premier. 2025 par 5312. Parfait, Et donc j'espère que parfait, tu vas parfait. respecter l'ordre que tu m'as donné. Ben, j'espère que toi aussi. Euh, Comme tu avais plus de mal sur les emojis, j'espère que Ouais, l'ordre sera bon. je les ai échangés, Euh, je t'ai renvoyé le truc. j'ai Des vu, j'ai vu. rééchanges. Non, ben moi, je voulais commencer par parler de Lucinda Brand parce que ben, le cyclocross, c'est toujours à cheval sur 2 saisons. Mais que ce soit sur le début d'année 2025 ou sur la fin d'année 2025, euh, Lucinda Brand, elle fait quand même des choses assez exceptionnelles. On vous a déjà parlé de son record de podiums consécutifs. Donc elle a dépassé définitivement Marianne Vos. Elle s'attaque maintenant au record toute catégorie face à Mathieu Van Der Poel. Euh, Elle a dépassé surtout, c'est ça le plus important, elle a dépassé le 53, qui est forcément un chiffre fétiche pour moi. Et voilà, bah, elle continue à avoir des résultats exceptionnels. Elle a encore gagné ce week-end, on vous en a parlé tout à l'heure. Et puis, bah, ça me permettait aussi d'avoir une petite pensée pour elle, puisqu'elle a effectivement perdu sa maman. Donc, c'était aussi une manière voilà, de penser un peu à elle. Elle performe même dans l'adversité et dans l'adversité de la vie. Mais ensuite, on va prendre la chronologie de la saison. C'est le Grand Prix féminin de Chambéry qui a été le premier fait marquant pour moi sur cette saison, puisque j'y étais. C'est une course qui a vu cette année la victoire d'Erika Magnaldi. Alors, bah, c'est un peu décevant de ce point de vue-là, parce qu'on aurait bien aimé avoir une Française gagner ce Grand Prix de Chambéry, et Léa Curinier n'en était pas très très loin. Moi, ce que je retiendrai aussi et surtout, bah, c'est les premiers échanges et les premières discussions avec les gens de ma petite entreprise que j'ai pu avoir sur le bord du parking. C'est aussi la première course avec la FDJ Suez de Célia Géry. Et quelle course, hein, elle a été assez impressionnante. Elle a fini en 17e position. Mais elle a été à la planche pour sa leader une bonne partie de la course. Et c'était, parfois, je pense, une bonne première expérience. Elle l'a prouvé dans la suite de la saison. Euh, donc voilà, ça faisait aussi partie des premières interviews, des premiers échanges que moi j'ai pu avoir avec Amalia Debarge, euh, de manière très sympathique et très ouverte. Donc voilà, c'est un bon souvenir pour lancer la saison en ce qui me concerne. Si vous avez des questions, des choses comme ça au milieu, n'hésitez pas à m'interrompre, hein, les amis. Vas-y. Le fait suivant que moi je retiens, c'est une autre coureur après Lucinda Brandt, c'est Shari Bosseuit. Shari Bosseuit, moi, elle retient mon attention parce que c'est assez rare, mais c'est une jeune femme qui revient de suspension euh, pour dopage. Après, on ne va pas s'éterniser sur tout ça. Elle a été prise par la patrouille. Est-ce que c'était volontaire, involontaire, ceci, cela, c'est toujours les mêmes discours. Peu importe, moi, ce n'est pas forcément ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est qu'elle revient. Ce n'est pas toujours le cas des suspendus déjà. Et elle revient de manière assez probante, puisque elle a fait dès ses premières courses des top 10, notamment sur les championnats de Belgique, que ce soit en contre-la-montre ou sur la course en ligne. Elle s'est illustrée aussi sur le Tour de France, puisqu'elle récolte 2 6e places sur la 3e et la 4e étape.
Et elle a levé les bras sur le Grand Prix de Wallonie. Donc voilà, moi c'était un fait remarquable. Je ne me positionnerai pas ni d'un côté ni de l'autre sur ce sujet-là. Mais pour moi, c'est un fait remarquable de la saison de voir une ex-bannie revenir et revenir à un niveau intéressant. Je rappellerai quand même aussi au passage que c'est la compère de Lotte Kopecky sur la piste avant sa suspension. Même là-dessus, vous m'interrompez pas, c'est marrant ça. On va pas partir en débat non plus. Qu'est-ce qu'ils sont sages ce soir. Oh là là. Le fait suivant, c'est encore une coureure. Et en l'occurrence, c'est Lauren Dixon. Lauren Dixon, c'est une coureure dont vous avez entendu parler forcément si vous nous suivez sur le podcast ou si vous suivez un petit peu le cyclisme féminin. Elle a 25 ans et elle roulait cette année pour la Hansling Alba Development Road Team, donc à un niveau continental. Et elle s'est illustrée, elle s'est mise en avant tout au long de la saison, notamment en remportant le Lincoln International Grand Prix au mois de mai de cette année, mais surtout derrière en s'illustrant au Tour de Norvège. Elle n'aura pas l'occasion de le refaire l'année prochaine, Flavie vient de vous le dire, il n'y aura pas de Tour de Norvège. Mais elle a pris la 3e place du général de ce Tour de Norvège, la 2e place de la première étape. Et voilà, elle a fait une performance qui était remarquable et qui a été remarquée. Elle a pas mal fini la saison non plus, puisque elle était sur le Tour de l'Ardèche. Et au niveau de ce Tour de l'Ardèche, elle signe sur les 2 dernières étapes une 5e place sur la 5e étape et une 6e place sur la 6e étape devant votre serviteur, puisque j'étais à l'arrivée à Privas. Ah oui, Et pas cette dernière... devant. Non, non. Enfin, devant, si, de toute façon, elle était devant moi aussi, si j'étais monté sur un vélo. Donc voilà, et cette saison remarquable pour elle lui a permis de signer un contrat, je pense, intéressant avec la FDJ Suez, dont elle portera les couleurs l'an prochain. Attends, j'ai pas regardé ça. Hop, hop. Ouf. Elle a signé pour 2 ans. 2 ans. 2 ans. Ouais. Bah, il y a, à Donc, part une, les recrues de la FDJ sont pour 2 ans. ouais. Donc voilà, 2 ans pour elle avec la FDJ Suez. Je sais que elle a du travail sur les descentes, parce qu'a priori, c'est pas forcément sa spécialité. Mais c'est une coureur qui Mais c'est pas a, grave, elle pourra faire. Ouais, c'est une coureur qui est arrivée assez sur le tard, si on peut dire. Enfin, elle a fait surtout de la course, du triathlon, etc. Et elle s'est mise vraiment au vélo que l'année dernière, il me semble. Donc forcément, il y a des acquis techniques, pardon, si on peut dire, qui viennent avec le temps, des choses comme ça, que forcément, ça va prendre un peu plus de travail. ouais. On va lui souhaiter plus de réussite que Valentina Cavallard sur ce point-là. Même si Valentina s'améliore elle aussi. Voilà, voilà. Le fait suivant, pour moi, c'était le Tour de France. Alors, par rapport à l'avant-dernière étape, qui était l'étape Rennes pour moi, Juste parce que c'est la j'ai eu seule où la tu chance étais. de. Juste parce que c'est la seule où j'étais, absolument. Je comprends que le choix soit plus difficile pour toi, Flavie. Pour moi aussi, Et techniquement. donc, oui, c'est effectivement celle où j'étais, celle que j'ai pu. Ouais, voilà. Celle que j'ai vécue dans la caravane pour partie et puis avec Fly pour l'autre partie. Donc, Ne une précise pas étape laquelle des deux parties était la assez plus fabuleuse. amusante. C'était pas c'était pas le même amusement. Mais les deux sont sympas. Donc voilà, ça a été l'étape décisive aussi sur ce Tour de France. Et c'était en tout cas passionnant à suivre avec le point de vue que j'ai pu avoir. Et puis bon, quand même, on a une victoire française au final, même si c'est pas forcément
celle qu'on attendait le plus, qu'on Même si espérait c'est le pas plus. suffisant pour mériter un vélo d'or, apparemment. Ah bah écoute, Il y aurait eu le Tour de l'Ardèche avec. ouais, ou les championnats d'Europe. Justement, le Tour de l'Ardèche, c'est le point suivant. Je te fais la transition en plus, si t'as vu ça. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Le Tour féminin international, Tour féminin, Tour cycliste féminin international de l'Ardèche, je vais y arriver, TCFIA, qui a vu cette année la victoire de Monica Trincal-Colonel. Donc, j'étais sur la dernière étape à Privas. J'ai pu donc voir l'arrivée victorieuse de Monica sur les hauteurs de Privas. C'était surtout la dernière édition de ce TCFIA sous ce format-là, avec l'organisation qu'il y avait. Donc, c'était aussi pour leur rendre un peu hommage, étant donné que l'organisation va normalement être reprise par l'organisation des boucles de Romardèche, dans laquelle j'agis un tout petit peu. Et ce sera un format forcément différent. Alors déjà, on va essayer de sortir quelque chose. Et puis, de toute façon, ça sera effectivement un format différent sur une course plus courte, plus réduite que ce que n'était le Tour de l'Ardèche jusqu'à présent. Le point suivant pour moi, ça a encore été un endroit où j'ai pu me rendre et en l'occurrence bien participer aussi. C'est les championnats d'Europe, puisque les championnats d'Europe, c'était encore une fois à la maison et c'était encore une fois une organisation conjointe entre l'UEC, la FFC et les boucles de Romardèche. Donc ouais, ça a été une petite semaine fabuleuse avec Fly qui est venu supporter toutes ses chouchoutes au départ en plus. Ça, Elles n'y c'était la étaient pas cerise toutes, sur hein, le gâteau. Ah, elles n'y étaient pas toutes, mais toutes celles qui étaient là, tu les as supportées. toutes, oui. Donc voilà, pour moi, c'était super intéressant d'un point de vue organisation aussi. Et ça a permis d'être au plus proche des coureurs et des coureurs. Surtout sur la partie femmes, pour tout ce qui était la gestion du podium de présentation des équipes au départ le matin, et puis pour les podiums d'arrivée. Donc c'était une expérience assez mais elle aura peut-être, mais à l'aide, pas tout de suite, pas tout de suite. On va déjà se concentrer sur notre reprise du crâne. Et puis le dernier point pour moi, c'est Arkea. C'est Arkea parce que je trouve que c'est quand même un sacré gâchis, cet arrêt de l'équipe Arkea. Je ne reviendrai pas sur la partie homme, mais sur la partie femme, parce que c'est une équipe qui s'est montée, qui a gravi aussi les échelons, qui n'était sponsorisée que par Arkea sur les premières années, alors que les hommes avaient des sponsors en plus, qui a fini par avoir la même identité que l'équipe homme. Donc il y avait une vraie progression, une vraie montée en puissance sur le cyclisme féminin. Et malheureusement, pour des raisons extra-sportives, et pas forcément d'ailleurs de manque de financement, mais plutôt de problématiques de bonne entente entre les partenaires et le patron de l'équipe, cette équipe disparaît et laisse un certain nombre de jeunes femmes sur le carreau. Alors il y en a qui ont pu rebondir, fort heureusement. Mais voilà, je reste moi sur un sentiment de gâchis, comme je le disais auparavant. Ça sera un regret éternel sur Arkea, parce qu'il y avait forcément autre chose à faire. Voilà pour moi, messieurs, sur les points qui ont marqué ma saison 2025. Si en tout cas c'est la manière dont moi j'ai abordé le sujet. On passe à toi, Cactus. Il y en a quelques-uns
en commun, mais ce qui est bien, c'est qu'on parle pas des mêmes choses, ou pas que. Ah, mais t'as mis un emoji, toi, dans le titre. Ouais, mais parce que c'était trop compliqué, c'est non, c'était trop facile pour ne pas passer à côté. Ouais. Enfin, pour passer à côté. Enfin, j'étais obligé de mettre un cactus, quoi. Ok, ouais, non, mais parce que moi, je l'ai pas mis pour le coup. T'as encore le temps de le refaire. Ouais, trop. Donc moi, j'ai commencé avec Paris-Roubaix. Pas forcément pour la course, mais surtout parce que j'étais sur place sur le week-end avec un certain poulet ici présent. Donc, où j'ai pu. Toujours le même. Toujours. Ah, Il est partout. pas réussi à m'en débarrasser. Donc, j'ai pu suivre en ce qui concerne la course féminine. Donc, au départ à Denain, où j'ai pu notamment rencontrer Sarah et parler avec elle, ce qui était très sympa aussi. Et au Carrefour de l'Arbre ensuite. Et le lendemain, ce qui sera plus compliqué l'année prochaine, si je veux y retourner, de faire et le départ et le Carrefour de l'Arbre pour voir tout le monde. Mais on n'en est pas là. Et donc voilà, c'est surtout vraiment pour l'ambiance de la course qui était pas forcément, pas forcément la même sur les 2 jours parce que sans surprise, il y a plus de monde pour la course élite homme, mais justement, il y a l'impression qu'il y a un peu plus, que c'est un peu plus. Je vais essayer de trouver un moyen de dire ça sans être méprisant, mais il y a moins l'impression qu'il y a des gens qui viennent là juste pour sortir quand c'est la course femme, quoi. Il y C'est a plus des des gens. amateurs et des vrais passionnés, quoi. Oui, on peut présenter ça comme ça, effectivement. Mais voilà, il y a déjà un intérêt plus marqué pour les gens qui sont là sur la course féminine. Et je vais rajouter à ça aussi le fait d'avoir pu faire mes premiers pavés en vélo, toujours avec le 10 poulet, qui n'était pas en poulet pour l'occasion, parce que c'est comme le cactus, ça se prête pas super bien à la bicyclette, Ouais. Surtout sur mais des pavés. a fortiori. Mais je peux donc vous recommander le vélo avec les encouragements de Fly, c'est bien. Et les pavés surtout. Et, Donc n'hésitez pas, si vous venez vers Paris-Roubaix et sur les pavés, vous pouvez me contacter. Je fais des encouragements personnalisés sur les différents secteurs. et sur ce point-là, juste avant de te laisser à nouveau continuer sur tes points 2025, Cactus, Hmm. on l'a pas dit tout à l'heure, mais Thierry Gouvenou n'a pas voulu l'avouer, mais il leur manquait peut-être McFly sur la course homme. Ça va leur permettre d'avoir un poulet au bord de la route pour la course homme en préambule à la course femme. J'y étais hein, quand même, hein. Ah ouais? Ouais. Ah oui, Alors le poulet oui, s'était dégonflé. Le poulet s'était dégonflé parce que le moteur est mort pendant la Ah, course voilà. U23. Mais vu que on était à un endroit où il y avait du vent, il se tenait un petit peu tout seul. Alors il a perdu ses yeux dans l'histoire, mais sinon ça va. non. Et j'allais dire, tant qu'on en parle, on a croisé aussi Tonke au moment de la course 1, il me semble, donc qu'on peut saluer aussi. Ouais. Il y avait aussi Nitke du Le Monde qui était passé dans la voiture Visma que personne n'avait reconnu, à part moi évidemment. Laquelle, la homme ou femme? Non, pendant la course homme. Ah, Mais après, je pense que j'étais peut-être le seul dans le carrefour de l'arbre à la connaître. c'est ça, c'est ça, ça joue aussi. Mm. Et d'ailleurs, si à l'occasion, quand vous allez voir des courses, restez jusqu'au dernier coureur parce que, d'une part, tant que la voiture balai est pas passée, c'est pas fini. Et encore, des fois, il y en a même derrière. Oui, Et puis, ça vous coûtera pas plus cher. Et ils ont encore plus besoin de vos encouragements, étant donné que les gens ont la mauvaise idée de partir avant la fin. Vos encouragements sont d'autant plus précieux. exactement. Donc, restez jusqu'à la fin et encouragez jusqu'à la fin si c'est possible. Le point suivant que j'ai choisi, c'est la Vuelta, donc Vuelta España Femenina 2025. Donc, parce que je voulais un événement qui marque la nouvelle dimension, si on peut dire, de la FDJ Suez, avec notamment l'arrivée de Demi Vollering, mais pas seulement. Et alors, j'ai hésité avec l'Estrade Bianche. Et après, je me suis rappelé que ce ne serait pas la première grande course d'un jour gagnée par l'équipe, parce qu'il y a Grace Brown qui a gagné Liège. Donc, on va plutôt partir sur le premier grand tour de l'histoire de l'équipe, donc la Vuelta à España. Ils n'avaient pas gardé le Tour de l'Ardèche déjà? Ah, mais c'est pas un grand tour techniquement. Ah, C'est une grande course par étape, mais c'est pas un grand tour parce que l'UCI. ouais. Je pense que ça résume bien parce que l'UCI. C'est un tour grand. Voilà. Et voilà. Bon, c'est pas forcément la revanche dans le sens où
se rappelle que Demi Vollering et la Vuelta, c'est aussi, voire surtout, cette histoire de pause pipi. Mm. Mais il y a déjà eu la revanche là-dessus, si on peut dire, en 2024 avec cette victoire, avec sa victoire en général. 2024, on avait notamment vu la victoire d'Evita Music sur une des étapes juste devant Demi Vollering. Et là, Evita Music est devenue une coéquipière de luxe, comme Juliette Labousse, justement, à l'occasion de cette Vuelta. Et qui seront des équipières de luxe pour Eva l'année prochaine. Alors, pas Juliette Labousse. Entre Non. Juju et Eva, co-leader. Non, je pense que c'était plutôt sur Labousse, Ah oui. le point. Ah, pardon. Excuse-moi. Ça sera Juliette Berthet. Ouais, ça sera Juju. Et en plus de ça, cette Volta, elle est intéressante, si on peut dire, parce qu'elle marque aussi un niveau de Marlene Reusser qu'on ne lui avait pas forcément connu, notamment en montagne. Vous savez que c'était une excellente rouleuse, que c'était une bonne baroudeuse aussi, qui a gagné l'étape des chemins blancs sur le Tour en 2022, à Bar-sur-Aube, avec un superbe selfie avec un mec qui n'était pas encore en cactus à ce moment-là. Mais voilà, on ne l'envisageait pas forcément comme une candidate à la gagne sur les grands tours. Et avec cette deuxième place sur la Vuelta, puis sur le Giro quelques semaines plus tard, oui. Donc on a vraiment eu cette révélation, si on peut dire, ou cette confirmation de son très bon retour, malgré son équipe actuelle. Je Et, ne connais pas. sur la troisième marche du podium de cette Vuelta, on a Anna van der Breggen. Donc là aussi, c'était un certain point d'interrogation qui a été levé avec sa victoire d'étape, ce podium. Que, même si c'est plus forcément la très grande Anna van der Breggen, elle a quand même un niveau plus que respectable. Donc, même si ça n'a pas forcément autant fonctionné, notamment sur le Tour, ça reste quand même intéressant à noter. Justement, le Tour, c'est mon point suivant. Bon, on a beaucoup de choses qu'on pourrait dire. J'ai choisi surtout de parler d'une seule coureur, à savoir Kim Lecourt, donc vainqueur d'étape à Guéret. Ouais, c'est ça. J'hésitais avec Limoges, mais non, c'est pas Non. cette année. Limoges, c'était Non. l'année dernière. Enfin, Non, il n'y avait pas Limoges. il y avait pas Limoges. Voilà, il y avait Ouais, pas mais celle Limoges, qui était excuse-moi. avant, là. Non, c'était Poitiers. Ouais, c'est pareil. Donc voilà, Kim Lecourt qui a aussi porté le maillot jaune donc pendant 5 étapes, une étape en Bretagne et Ouais. ensuite à partir de Guéret justement jusqu'à l'étape de la Madeleine où elle a notamment eu un petit incident dans la descente de je sais plus quel col. Celui d'avant. Ouais, mais c'était quoi? C'était déjà plein palais? Je crois que c'était plein palais, mais je suis pas tout à fait sûr. Où elle avait eu justement une petite sortie de route à ce moment-là. Et, donc, pour rappeler que c'est la première coureure africaine à réaliser cette performance chez les femmes. Et notez aussi, tant qu'on parle de Kim Lecourt et de ses jalons posés, on va dire, dans l'histoire du cyclisme africain féminin, notez aussi sa victoire à Liège-Bastogne-Liège, justement, premier monument remporté par une coureure africaine. Dans la même descente de plein palais, j'ai eu droit, moi, à la première fois pour un trike, d'avoir la roue levée, le trike de la FDJ dans la caravane, donc la moto à 3 places, qui a réussi à lever une des roues arrière. Ouais, tant que c'est pas la roue avant. Oui. Le point suivant que j'ai choisi d'évoquer, c'est un peu, je vais dire ça un peu plus tard, c'est juste après le Tour, il me semble. C'est Lise Ménage et le burn-out. Donc Lise Ménage qui avait fait une interview à Direct Vélo et qu'on a ensuite reçu dans le podcast pour parler de ça, qui a expliqué qu'elle avait fait un burn-out en fin de saison 2024, qui l'avait conduit à ne pas courir pendant plus ou moins un an en fait. Donc parce qu'il y avait la pression du cyclisme, la pression de ses études aussi, etc. Donc en plus du fait qu'on l'ait reçu dans le podcast, qui est déjà un événement en soi, si on peut dire, j'ai aussi choisi de parler de ça parce qu'on en parle de plus en plus et c'est bien de la santé physique et de la santé mentale des coureurs. On a parlé de ça avec Véronique Ewers, pardon. On avait eu Cédrine Kerbaol qui en avait parlé à plusieurs reprises aussi. Là, la polémique, si on peut dire, sur la maigreur de Pauline Ferrand-Prévot à l'issue du Tour, etc. Donc même si ça ne s'est pas forcément fait dans les meilleures conditions dans ce dernier cas, on parle de plus en plus de la santé des athlètes, etc. Et ça peut que être bénéfique. Ensuite, je vais parler aussi de l'arrêt d'Arkea et je vais
ajouté Serratitsit dans l'histoire parce que donc il y a effectivement cette idée de ça aurait tellement pu se passer autrement et mieux, mais aussi ce qu'on évoquait avec l'UCI qui impose, on va dire, le développement, etc., marche forcée, c'est que des fois ça fait des dégâts. Et on parle beaucoup des coureurs qui, pour certaines, ne retrouvent pas d'équipe et vont peut-être devoir mettre un terme à leur carrière, mais on a aussi tous les staffs qui sont derrière et qui sont concernés. Et je vais finir avec ce qui a été peut-être un des fils rouges en quelque sorte de la saison pour moi, qui était la grossesse de Sandra Alonso, donc justement coureur de Serratitsit qui n'a toujours pas de contrat pour 2026 et qui a accouché il y a quelques jours d'une petite fille donc, qui s'appelle Leila. Et parce qu'on a eu pas mal de bébés ou d'annonces de bébés cette saison, donc on peut parler d'Annemiek van Vleuten, qui a accouché je ne sais plus quand exactement, mais cet été il me semble, donc après la fin de sa carrière, mais on a eu les retraites anticipées pour Chantal van den Broek, Lizzie Degnan et Lotta Entala qui étaient toutes les trois à nouveau enceintes. Et Chantal van den Broek qui a déjà accouché, il me semble, c'était plutôt dans l'année, mais il ne me semble pas avoir vu pour les deux autres. On a eu aussi Grace Brown, parmi les coureurs retraités, qui a annoncé sa grossesse récemment, et Ruth Edwards, qui, elle, est toujours en activité. Et voilà, c'est quelque chose qui se retrouve de plus en plus là aussi. Et d'avoir ces exemples, justement, de coureurs qui sont revenus après leur grossesse, etc. Là aussi, c'est quelque chose de positif, donc qui montre qu'il n'y a plus forcément besoin de choisir, comme ça pouvait être le cas ces dernières années. Et comme on pourrait imaginer que ce soit aussi, comment dire, le fait que ce soit un métier, ça pouvait rendre ça plus compliqué parce que ça peut dire, bon, tant pis, je perds un an d'activité en quelque sorte, un an de salaire, etc. Et le fait de montrer que non, d'une part que non, ça ne veut pas dire la fin de carrière, et d'autre part que ce soit beaucoup plus encadré, beaucoup mieux accompagné par les équipes, etc., c'est quelque chose qui va permettre, qui, je pense, permet qui permet plus d'épanouissement et de conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle en tant que cycliste professionnel, et donc qui là aussi ne peut être que positif. Ouais, je te rejoins moi là-dessus, il n'y a pas de souci. J'ai hésité à mettre le point, alors j'en ai déjà pas mal, mais j'ai hésité à mettre ce point de santé mentale, santé physique et tout ça. Et je pense que les grossesses et tout ça, ça participe aussi à ça. C'est le fait de pouvoir se donner, entre guillemets, cette liberté participe aussi au bien-être, à la bonne santé mentale et physique des athlètes. Donc je pense que c'est un point à ne pas négliger et puis à se rappeler que voilà, c'est physiologiquement quelque chose de normal pour une femme de passer par cette étape-là. Euh, donc voilà, ça peut aussi apporter beaucoup de bonnes choses pour les athlètes qui passent par cette case-là, si elles l'ont évidemment décidé. Juste, je pourrais rajouter Et aussi, Sandra. il y a Aude Bianic aussi qui a eu un enfant cette année. Il me semble que C'était ou c'était cette c'était année l'année. ou c'était l'année dernière techniquement? Il me semble que c'était cette année. En Je Et sais tout plus. puis début d'année après, alors. et après il y a Tiffany Lawrence aussi, ancienne de chez Arkea d'ailleurs. Mais oui, c'est vrai que pour Aude Bianic, on a vu les images sur le tour, notamment avec son bébé. Merci d'avoir évoqué ce point, Pectus. Fly, c'est à toi. C'est à moi, parfait. Bon, ce sera vachement plus objectif avec moi, vous me connaissez. Évidemment. Donc on va commencer la saison, parce que le début de la saison c'était le cyclocross, et c'était pas ma première course de l'année, mais c'était l'une des premières. C'était la victoire de Puck Peters sur les championnats des Pays-Bas, parce que déjà des victoires de mes chouchoutes quand j'y suis, il n'y en a pas beaucoup. Et puis là c'était Pucky sur un championnat national, donc encore plus enfin voilà, mieux qu'une petite course. C'est vraiment l'une des plus grandes courses, le cyclocross, parce que bon, on n'en parle pas non plus trop souvent. Je sais plus s'il y avait le Cinda au En ce départ. moment, on parle pas beaucoup de Voilà, c'est cyclocross. ça. Oui, mais sur le reste de l'année. Donc voilà. Donc, il y avait sa sœur aussi, je crois, au départ. Donc c'était voilà, petite histoire de famille aussi. Il me semble d'ailleurs, je sais pas s'il n'y avait pas eu l'autre Puki qui était championne. Non, elle avait fait podium, mais pas championne. Pour Puck Langenbach. Donc voilà, donc Puki championne des Pays-Bas comme premier point. Vous validez tous.
Bah, de toute façon, on n'a pas le choix. Voilà. Oui. Et puis bon, là, Bon, ça, on peut peut-être juste préciser qu'il y a 3 heures, il n'y avait pas de point cyclocross dans ce que tu allais nous dire ce soir, Fly, non? je sais plus, moi. Il y a 3 heures. Mais il y a 3 heures, Fly n'avait rien préparé. Ah oui, non, moi, je préparais pas. Attends, si, il y a 23 heures, non, j'avais pas préparé, hein. Bon, point suivant. Là, on va s'éloigner un petit peu plus. On va partir sur les Strade Bianche. Donc, course en Italie. Parce que moi, je trouve que c'est aussi un des points du cyclisme, c'est que ça permet de voyager. Donc, bah, d'une part, pour tous les coureurs qui sont sur le vélo, ça permet aussi à certains de voyager par procuration en regardant les courses à la télé, en voyant les paysages à la télé. Et puis, ça permet aussi à certains fans de voyager et puis d'aller se rendre sur d'autres courses. Ouais, qui n'a pas rêvé d'aller habiter sur la montagne de déchets qu'il y a aux Pays-Bas? Ouais. Ouais, voilà. Bon, alors l'Estrade Bianche, c'est quand même un peu plus intéressant et ça donne Mm. beaucoup plus envie. Mais voilà, donc et puis c'est aussi une course majeure du calendrier. Je pense que si on doit donner les 5 monuments ou voilà, des courses qu'on appellerait des monuments, je pense que l'Estrade Bianche devrait en faire partie. Déjà parce que c'est une course à part avec ces chemins blancs, hein, comme son nom l'indique. Et puis après, parce que c'est une course qui est quand même terriblement dure. Euh, pour en avoir fait une partie, les chemins blancs, c'est vrai que c'est plus dur que de la route, hein, forcément, il y a moins d'adhérence. En plus, il y en a qui montent à des pourcentages, il y a du 14%, je crois, sur certains. Ouais, Et puis, c'est il y a des surtout que, secteurs, tu les sens passer, je pense. voilà, c'est ça. Il y en a qui sont en descente, donc quand on n'est pas non plus très à l'aise techniquement, bah, c'est pas l'idéal. Et puis, c'est surtout qu'entre les secteurs de chemin blanc, bah, il y a aussi des montées, des descentes, et puis des montées qui sont à 20% et qui font très mal aux jambes. Donc voilà, Ouais, donc c'est pas de la piste, quoi. ouais, Ah, c'est une course qui est dure et voilà, je pense l'une des plus belles de ce calendrier. Et puis ben voilà, c'est l'occasion de découvrir et puis d'aller encourager les chouchoutes à l'autre bout de l'Europe. À l'autre bout de l'Europe. Ouais. Et donc, transition, puisque sur les Strade Bianche, c'était l'occasion de voir une certaine Eleonora Labella. Mon point suivant, c'est le Brabantse Pijl, qui m'a brisé le cœur. Moi, c'est voilà pour moi la pire course de l'année, parce que bon, forcément, le cyclisme, il y a des bons moments, mais il y a aussi les mauvais moments avec des chutes. Et ben, c'est vrai que quand on va sur une course, on essaye d'encourager sa coureuse préférée et qu'on la voit pas dans le peloton, ben, c'est pas un bon souvenir. Donc voilà, en plus, après, j'étais allé encourager Kim Katsu, qui n'avait pas pris le départ finalement, et que je n'ai pas vu de la saison parce qu'elle a fait une pas super saison. Donc voilà, donc c'est une course. Malheureusement, j'étais obligé d'en parler parce que c'est une course qui a marqué la saison. Non, bah, c'est bien de rappeler aussi que, enfin, on a surtout évoqué des trucs plutôt positifs, si on peut dire, même si la partie sur, même moi, la partie sur Lise et la santé mentale, c'était quand même pour dire, ah bah, c'est bien qu'on en parle, etc. C'est vrai que, bah, on parle souvent du positif, mais il n'y a pas que du positif et Exactement. faut pas le nier non plus. Et c'est vrai qu'aussi, quand on voit certains gens qui font la promotion du cyclisme en montrant les chutes, ben, ça se voit qu'ils n'ont pas des gens qui connaissent bien qui sont dans les chutes. Parce que quand on connaît quelqu'un qui est pris dans une chute et qu'on s'inquiète pour sa santé, ben, c'est beaucoup moins drôle que faire le sensationnel à dire ouais, il chute. Voilà, les seules chutes qui sont bien, c'est celles dans PCM. Voilà. Après, quand on les voit se relever et tout, ça arrive, c'est bon. Tout se passe bien. Tiens, d'ailleurs, je voulais Même mettre aussi un point bonus qui était l'homme van Simpelveld, où j'ai vu une chute d'une spectatrice parce qu'au moment où j'ai encouragé, il y a son chien qui est parti. Et bah, du coup, entraîné par la laisse, elle est tombée avec. Mais voilà, bon, il n'y a pas eu d'incident vraiment parce que c'est vrai que si elle traversait la route devant les coureuses, ça aurait pu être plus dangereux. Mais voilà, puis voilà. juste pour revenir sur les chutes, même s'il n'y a pas forcément de dégâts physiques, je pense qu'au niveau psychologique aussi, mais juste le fait de ne plus avoir confiance, etc., ça doit jouer beaucoup. Exactement, ouais. Et puis bon, avoir un coup de cassé pendant 3 mois, ça aide pas non plus. Voilà, en plus, mais bon, rappelez-vous que Fly, étant donné le nombre de chouchoutes qu'il a, il peut pas donner de la chance à tout le monde. Ouais, malheureusement, si je pouvais choisir aussi. Alors, je te laisse déterminer avec qui tu veux te fâcher. Pourquoi? Non, mais je veux pas non, je veux pas provoquer de la malchance aux coureuses, moi, c'est juste de la chance à certaines.
Point suivant bah, qui va être juste après. Donc bon, moi j'avais prévu d'encourager Leonora sur l'Amstel, mais bon, il n'était pas au départ. J'avais briefé tous les moutons du Kuttenberg et tout. J'ai dû les rebriefer dès le lendemain pour leur dire, ben non, il faut plutôt encourager Eva. Il y a aussi eu le fait qu'Eva n'a pas été sélectionnée par son équipe, donc malheureusement j'avais briefé les moutons et ils n'ont pas pu encourager comme il fallait. Décidément, les pauvres moutons, là, ils ont pas du tout Ouais, compris, hein. ouais, non, mais j'ai dû aller m'expliquer avec eux plus tard. Pauvre mouton en plus qui Moi, parlait pas j'aimerais avoir la français. vidéo du briefing. Et moi, je voudrais Ouais, savoir si c'est pour ça que tu n'es plus aux Pays-Bas, surtout. ouais, les moutons m'ont viré. Mais il y a quand même eu une belle image sur cet Amstel. C'est que dans le dernier tour, moi là où j'étais, j'entendais ça commençait à attaquer un petit peu de partout. Et puis j'entends une attaque de Juliette. Et puis surtout, je vois deux coureuses qui arrivent en tête. C'était bah, Juliette et Puki. Donc bah, grosso modo, mes deux préférés sur la course. Et donc voir mes deux préférés d'une course en tête, bah, c'est juste magnifique. Alors après, évidemment, il y a Micha qui allait tout casser, tout ça. Mais bon. Voilà, moi je retiens surtout que j'ai vu mes deux chouchoutes en tête et voilà, ça m'a fait super plaisir. Alors Puki, elle allait gagner une petite course juste après, mais bon, j'y étais pas, donc ça compte un petit peu moins. Mais Non, voilà, mais je veux dire, ça pourrait être un sujet intéressant si on devait choisir une course à scripter pour que ce soit nos chouchoutes qui gagnent, etc. Qu'est-ce qu'on ferait, comment on ferait? Ça pourrait être un sujet de, pas de ouais, quiz du coup, mais de réflexion, de bonus intéressant. ouais. Alors, il en faut une seule pour vous? Ah, tu décides du déroulé de ta course, tu Ok, décides du parcours, tu décides de tout ça, mais ouais, faut essayer de faire un truc qui soit possible techniquement. Parce qu'un ouais, podium avec 500 places, c'est compliqué. ouais, effectivement. Point suivant, tiens, qu'est-ce que c'était? C'était le trophée Martin Wayans. Est-ce que vous vous souvenez qui a gagné le trophée Martin Wayans? C'est pas Nick Venhoven? C'est possible, il me semble qu'il y a eu le doublé ou triplé. Je Je sais sais. pas non plus, en fait. Ah, si, je sais que les Visma avaient été forts et que Margot avait justement coupé son effort un petit peu trop tôt et que ça avait malheureusement pas fait le triplé, je crois. Mais Ou je visiblement, sais les plus. Visma, elles ont pas envie de laisser gagner Margot quand elles font des démonstrations Ouais, c'est collectives. ça, ouais. Ou alors c'était Eva qui avait stoppé trop tôt son effort. Enfin, je sais plus. Non, moi ce que j'avais retenu, c'était plutôt Olympia qui avait fait une petite arrivée, une surprise, puisque bah, j'avais regardé la Startlist, mais la Startlist n'était pas forcément à jour au moment du départ. Et ben, surprise, à 5 tours, après 5 tours, je me suis rendu compte qu'il y avait Olympia dans le peloton. Et alors, bah, du coup, c'était une grosse surprise. Je lui ai demandé à son enfin, à son assistant qui était là s'il était bien au départ. Et effectivement, elle était là. Donc, bah, j'ai pu chanter pour elle. Et puis, voilà. C'est pour rappeler que bah, les start list, des fois, on les a pas. Et ça peut être embêtant. Voilà, surtout pour ceux qui sont sur place. Et pour ceux qui font des paris aussi. Mais C'est Martina Fidanza qui a gagné. bon. Ouais, voilà, ouais. Et Nienke qui fait deuxième. Troisième. Troisième? Teresa Neumanova, deuxième. Ok. Ah, ils n'ont pas fait le double. Non, pas sur celle-là. Ok. Ok. Point suivant, c'est une autre course, le Westhoek, Dvarsdorp de Westhoek, qui se passe bah, pas trop loin de chez moi là d'ailleurs maintenant. Bon, un petit peu quand même. Enfin bref, c'était une course où j'étais, parce que bah, vous l'aurez remarqué, moi je parle que des courses où je suis. L'avantage c'est qu'il y en a beaucoup. Mm. Oui, c'est sûr que moi, ça aurait été plus court. Ouais. Et encore, j'ai pas tout mis, hein, sinon ça aurait été beaucoup plus long. Donc la course de Westhoek, bah, c'est une course, donc le scénario, ça me va très bien, donc j'y vais, j'encourage, et puis après je rentre chez moi. Alors en rentrant, je me suis dit, bah, tiens, il fait beau, profitons-en, faisons du vélo, donc je suis allé faire la reco du circuit après la course, donc c'était pas vraiment une reco, hein, mais bon. Voilà, j'ai pu faire découvrir un petit peu le parcours, et puis je suis rentré à mon logement tranquillement. Je fais ma petite sortie de 150 km, et puis en arrivant, bah, je découvre que c'est Fleur qui gagne. Voilà, c'est le truc. Donc 2 heures après la course, ben, je découvre qui c'est qui gagne sur une course où j'étais. Donc voilà, Parce que voilà, c'est très important. Fly, il vient sur les courses, mais il ne vient pas voir les courses. Il vient voir. voilà. Moi j'y vais, j'encourage et puis après je me barre et puis voilà. La course, au final, qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est vraiment la victoire de qui c'est qui gagne la course qui est important? Ça Non. dépend c'est qui gagne, quoi. Voilà, ben, quand c'est une chouchoute c'est mieux, mais bon. Mm. Voilà. Technique de Fly, ayez plein de chouchoutes, ça aide. Ouais, mais de toute façon c'est pas elle qui gagne en général. Ouais, mais celle qui gagne, c'est souvent ça va. Ouais. Ouais.
Voilà, l'inconvénient, c'est que si vous avez trop de chouchoutes, c'est difficile de faire la hiérarchie et c'est pas forcément les bonnes. Voilà. Et puis, si je prends les. Ouais, heureusement qu'il n'y avait plus qui en début de saison, on va dire. Bon, allez, on va passer à une autre chouchoute qui gagne. Et une autre course où j'étais, forcément. Les championnats de France, avec la victoire pour Marie Lenette. Euh, donc, c'est une victoire qui n'était pas forcément attendue. Je pense qu'il y en avait. On avait une équipe qui était plutôt favorite, avec la FDJ, qui a eu un collectif quand même qui est très bon cette année, donc qui va s'améliorer l'année prochaine avec Eva, on l'a dit. Mais voilà, c'est la victoire de Marie, qui n'est pas forcément une leader décidée pour les victoires, mais elle a su tirer son épingle du jeu. Elle est partie dans une échappée avec d'autres concurrentes, je ne saurais plus les citer, mais c'est elle qui a tenu le plus longtemps et qui allait s'imposer pas très loin de chez elle, puisqu'elle est de Bretagne. Bon, c'était la Vendée, c'est pas la Bretagne, mais voilà, c'était pas très loin de chez elle. Et bah voilà, ça récompense bah, d'une part la FDJ qui est un gros collectif, et ça récompense aussi Marie qui se donne souvent pour ses équipières et qui a bah, la chance de porter ce maillot bleu-blanc-rouge toute une saison. Alors elle en a eu sur piste, mais voilà, sur route, c'est quand même quelque chose de différent. Et donc l'enchaînement, Marie qui va pouvoir porter ce maillot sur les routes du Tour de France, avec une première étape à Cadoudal, où il y avait un très beau fan club, hein. D'ailleurs je pense le plus beau fan club que j'ai vu sur des courses, euh, avec notamment son copain et une amie à elle qui avait organisé ça, Lou Berland pour la cité, qui avait organisé ben, pas un virage parce que c'était dans la ligne droite juste après le virage, mais voilà, qui avait organisé un petit coin juste pour elle, pour l'encourager, avec ben, son nom écrit partout, et puis énormément de gens qui étaient venus l'encourager. Mais voilà, bon, moi je voulais parler du tour parce que le tour c'est plus qu'une course, quoi. C'est une semaine où, bah, pour ceux qui ont la chance de pouvoir être sur place, on se déplace et puis c'est un petit peu comme si on vivait avec les coureuses pendant une semaine. On les voit tous les jours, on les revoit, on les reconnaît. Je pense notamment à Chiara Lilik qui avait chuté sur la deuxième étape et qui avait un gros bandage qui permettait de bien la reconnaître. Donc voilà, au fur et à mesure des jours, on les voit. Il y en a quelques-unes qui s'en vont forcément puisqu'il y a des abandons. Mais voilà, on suit un petit peu leur aventure jusqu'au bout, on les encourage jusqu'au bout. Et puis ben, après, à la fin de la semaine, c'est un petit peu comme si ça s'arrêtait. Voilà, on retourne à la vie normale et voilà, c'est une semaine de vacances excellente. Et si je devais conseiller ça à quelqu'un, c'est ben voilà, prenez-vous une semaine et puis suivez le tour. Après, si vous avez la chance aussi de pouvoir faire une ou deux étapes sous la tente, je pense notamment autour de l'étape Rennes qui est généralement en montagne. Là, moi, c'était dans la Madeleine. J'avais dormi sous la tente. Je pense que l'année prochaine, vous me verrez dans le Mont Ventoux sous la tente. Donc voilà, profitez. Et voilà, c'est une des courses où, en plus de la course, bah, il y a une caravane et puis un petit peu plusieurs heures avant la course où on peut profiter avec tous les spectateurs qui sont présents. Il y en a certains aussi qu'on revoit sur plusieurs étapes, plusieurs années. C'est vrai que c'est toujours marrant quand il y a quelqu'un qui est là qui dit: «Ah, je t'avais vu sur telle étape» ou «Je t'avais vu il y a 2 ans». Bon. Voilà. Avoir un poulet, ça aide à être reconnu, je pense. Ouais, ça aide à être reconnu, mais après, même des fois sans avoir le poulet, juste Ouais. des mecs qui se disent: «Ah tiens, le mec il fait 15 allers-retours dans le col, je l'ai déjà vu». Ah, le mec qui gueule tout le temps, des trucs que personne ne comprend. Le mec qui chante en faisant du vélo, enfin voilà, il y a plein de raisons de me reconnaître. Comme je dis souvent à des gens, bah, si vous reconnaissez une personne, c'est moi. Ça simplifie. Donc vous avez Euh, compris que si vous voulez aller en Suisse pour le départ du Tour, vous trouverez sûrement un poulet, d'une part. alors, peut-être pas en Suisse parce que de ce que je prévois, ça serait plutôt commencer à la quatrième étape. Mais bon, on n'y Ah, est pas encore. ok. Mais il y aura de toute Et façon sinon, d'autres courses où et vous me sinon, verrez. ma femme te fait dire que si tu veux planter la tente dans le jardin l'année prochaine, il n'y a pas de souci. Il y a une étape qui passe à côté? Bah, celle qui monte au Ventoux, mais tu vas aller dormir dans le Ventoux. Ouais, c'est plutôt mieux dans le Ventoux, ouais. C'est plus confortable. Mais c'est plus froid, je pense. En été, tu sais, quand il fait 40 en bas et 35 en haut, j'ai déjà dormi dans le Ventoux en plus, donc c'est bon, ça va aller. Bah, on en apprend des choses dans cet épisode. Ouais.
Et tu verras rarement Fly au-delà du chalet Reynard parce qu'il y a des arbres en dessous du chalet Reynard, mais après, il n'y en a plus. Alors figure-toi que lors du Mont Ventoux Dénivelé Challenge, course qui a été remportée par Marta Cavalli en 2022, qui était la seule course du dénivelé Mont Ventoux Dénivelé Challenge, comme elles arrivaient depuis Sceaux, eh ben, j'étais obligé d'être après le chalet Reynard. Et ouais. Alors l'avantage du Mont Ventoux Dénivelé Challenge, c'est qu'il y a moins de monde que sur le Tour de France. Mm. Donc bon, il y a 3 arbres entre le chalet Reynard et le Mont Ventoux, ben, j'en ai trouvé un. J'en ai pris un et puis voilà. Allez, on va passer au point suivant, qui est le Tour de Romandie. On l'a pas, on l'a pas évoqué encore, mais On c'était a déjà, on a déjà pas mal parlé des problèmes avec l'UCI, je pense. voilà, tiens, tu- tu vois le Tour de l'UCI qui est responsable. Effectivement, bah, c'était une course où moi j'étais vraiment motivé pour y assister. J'avais vu la start list, alors il y avait plein de chouchoutes qui étaient au départ. Sauf que je m'installe sur les routes du contre-la-montre. Et là, ben, j'apprends que ben, il y en aura la moitié qui ne prendront pas le départ. Voilà. Décision ben, polémique, hein, puisque l'UCI avait imposé de mettre des trackers, mais l'UCI ne voulait pas poser les trackers. Voilà. Qui se démerdent. Et surtout ne voulait pas forcément dire ce qu'il ferait avec les données récoltées sur les trackers. Ouais, Donc et ça puis fait même, j'allais dire, il devait dire genre, ouais, vous choisissez c'est qui met le. exactement, ouais, il voulait Vous, pas. vous devez mettre les trucs, mais vous vous débrouillez pour comment faut faire, etc. Enfin, Exactement, ouais. En plus, oui, il donnait ben, la responsabilité à l'équipe de poser le tracker et prendre la responsabilité en plus de le conserver. Parce qu'il me semble qu'il y a eu une course qui a perdu le tracker sur une étape et ben, qui a eu une amende parce que l'UCI lui a mis une amende. Enfin, je sais plus si c'était confirmé ou pas aussi. Mais voilà. Toujours est-il que moi je vais sur la course et puis eh ben, au départ, il n'y a pas mes chouchoutes. Alors bon, pour le chrono, ça permet d'avoir un petit peu de répit des fois entre deux coureuses, donc reprendre un petit peu du souffle et de la voix, mais voilà, j'ai été déçu. Il y en avait, ben, je crois que sur le top 5 de mes 5 préférés, il n'y en avait qu'une qui était au départ. Donc ben, c'est dommage, hein. Et puis bon, malheureusement, ça fait de la mauvaise promotion pour la course, ça fait de la mauvaise promotion pour les équipes, et puis tout le monde se retrouve perdant, sauf Et pour l'UCI, le puisque système de l'UCI. ouais, moi aussi, bah, l'UCI, je sais pas s'il se retrouve perdant dans le sens où qu'est-ce qu'on apprend? Qu'ils font n'importe quoi? Ouais, enfin, on l'apprend pas du coup. ouais. Et puis en plus, avec les amendes, ils remportent un petit peu d'argent. Mais voilà, donc Surtout que c'était, j'ai dire, surtout que oui, en plus, la Romandie, c'est vraiment là où il y a l'UCI, quoi. ah bah c'était justement parce que c'était chez eux qu'ils voulaient le tester, quoi. Hmm. Mais bon, voilà. Donc malheureusement, pas non plus un bon souvenir sur ce petit tour de Romandie. Mais bon, ça veut pas dire que je ne retournerai pas en Suisse. On n'est pas chez l'UCI, quoi. Voilà. Allez, on est bientôt à la fin. On va parler du Tour de l'avenir. Parce que bah, j'aime bien le Tour de l'avenir. C'est une course qui permet le développement des jeunes. Voilà. On va dire, bah, c'est officiellement la seule course U23 en fait. Ou plutôt c'était la seule course U23 du calendrier, en plus des championnats du monde et des championnats d'Europe. Donc la seule qui permet d'avoir les nations qui viennent sur une course par étape, qui permet d'avoir bah, plusieurs types de coureuses qui vont s'affronter, des coureuses qui n'ont pas forcément l'occasion, à cause de leur équipe et de leur nationalité, d'être reconnues dans des plus grandes courses. Donc, Euh, j'allais dire même qu'on n'a pas forcément dire, les capacités sans vouloir leur faire offense, etc. Mais typiquement, une Tige Kasai qui s'est révélée à cette occasion, qui est, exactement, ouais. bon, déjà qui était junior à ce moment-là, donc qui n'aurait pas forcément pu faire le tour. Mais voilà, des coureurs comme ça qui n'ont pas forcément les capacités pour tenir le rythme du peloton du tour, ça leur permet quand même de se mettre en avant. Exactement, ouais. Et puis bah, c'est une course avec, bah, là cette année il y avait 2 contre-la-montre. Ouais. Euh, Moi je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais j'adore les contre-la-montre. Parce qu'on peut encourager les coureuses. Alors là en plus il y avait des départs tous les 30 secondes, donc je vous dis pas comment c'était compliqué pour Donner encourager, du mais bon. rythme. Voilà. Et puis j'ai vu Elisa Winter que je ne vois pas souvent, donc c'est aussi voilà, bah, c'est une coureuse qui court aussi plus en Autriche et en Allemagne, donc j'avais pas trop eu l'occasion. Ah, ça va Mais peut-être changer là. ouais, effectivement, avec les Smurfs, ça devrait être un peu mieux. Et voilà, et aussi pour citer pour parler du Tour de l'avenir, c'est que le Tour de l'avenir n'apparaît pas sur le calendrier ici de l'année prochaine.
Donc, je ne sais pas si ça va être confirmé ou pas, mais voilà, ça serait vraiment dommage de perdre cette course. Donc voilà, si les organisateurs du Tour de l'Avenir nous écoutent actuellement, ben, qu'ils viennent remettre leur course, parce que c'est l'une des meilleures courses de l'année. Et puis en plus, c'est dans les Alpes, donc c'est toujours sympa pour y passer quelques jours. Sachant que voilà, sur le compte du Tour de l'Avenir Femmes, sur Instagram, c'est toujours les dates de cette année. Exactement, ouais. Alors que, je vais vérifier, mais je suis Chez presque les, sûr. chez les hommes, ils ont changé, ouais. C'est ça. Chez les hommes, c'est indiqué les dates 2026. Voilà. Donc Donc bon, on au mieux, verra. c'est que la personne qui s'occupe de la communication n'y a pas pensé. Je leur ai envoyé un message hein, pour leur demander. Donc s'il est le mec qui s'occupe de la com, normalement, il a reçu un message. Bah, peut-être qu'il n'a pas vu le message non plus. Oui, 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 mais c'est qui s'occupe bien Voilà, de la soit com. c'est mauvais signe. Ouais. Mais malheureusement, c'est pas non plus sur le site de l'UCI, donc Mm. c'est mauvais signe. Alors voilà, après, il y avait des histoires aussi de changement de catégorie, de choses comme ça, enfin que la catégorie Nation Cup, ça allait peut-être disparaître demain, enfin Chez les plutôt chez ju- les hommes, mais ça c'est pourrait chez les avoir des juniors, ça. conséquences chez les Ah femmes ouais. aussi, etc. Donc il y a peut-être des incertitudes à ce niveau-là qui font que c'est compliqué, mais honnêtement, je pense pas que, enfin, étant donné que c'est quand même annoncé chez les hommes, je suis pas convaincu que ça explique tout. Ouais. Enfin bref, on va passer au dernier point qui est les championnats d'Europe. Voilà, donc notre compère en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure. Moi, je vais citer aussi surtout le titre de l'équipe de France sur le contre-la-montre par équipe. Parce que voilà, comme je disais, j'ai fait beaucoup de courses, mais c'est assez rare que ce soit mes chouchoutes qui gagnent. Donc tu me diras, il y en a quand même déjà eu 5 ou 6. Mais voilà, et là c'était aussi voilà, un petit moment sympa, c'est-à-dire que quand il y avait l'équipe d'Italie qui passait, moi j'encourageais Federica en lui disant de ralentir pour laisser gagner l'équipe de France. Et c'est ce qu'elle a fait dans le final, puisque ben, alors elle était un peu plus en difficulté sur le final. Et c'est, on va dire, ce qui a permis à l'équipe de France alors aussi, forcément, grâce à Juliette et Cédrine hein, qui ont fait un gros boulot sur la fin, mais voilà, ça leur permet d'aller chercher ce titre. Et puis aussi parce que voilà, les championnats d'Europe, c'est peut-être une course qui a un peu moins de prestige que les championnats du monde, mais ça reste une course et un championnat qui se tient sur 5-6 jours, qui est vraiment très agréable à faire aussi. Donc si vous avez l'occasion, si vous habitez près de la Slovénie, n'hésitez pas à y aller l'année prochaine. Mm. Voilà, il y a toutes les catégories. Donc c'est 2027, on sait où c'est ou pas? en Bretagne peut-être. Non, je crois qu'on sait pas. Il me semble avoir vu passer que 2028, ce serait aux Pays-Bas. Enfin, qu'il y avait- C'est possible. Ouais, j'allais te dire les Pays-Bas, moi, mais c'est peut-être 2028. Ouais. Mais voilà, j'ai vu passer qu'il y a une histoire de. Enfin, c'est peut-être ouais, bah, c'est peut-être une année où il y a des championnats groupés ou des choses comme ça. Enfin, Euh, je ne saurais pas dire. Mais bon, toujours est-il que voilà, c'est 3 jours enfin 5 jours de course. Il y a des chronos par équipe, il y a des chronos individuels, et puis il y a aussi un petit peu toutes les nations qui peuvent être représentées, puisque les quotas sont assez libres. Je crois que c'est minimum trois coureuses par équipe. Notamment chez les juniors, par exemple, sur le chrono, c'est 3 coureuses. Je crois même sur la course en ligne. Donc voilà, c'est aussi l'occasion avec des équipes comme la Turquie, où on voit pas beaucoup les coureuses tout au long de l'année qui peuvent être présentes. Alors après, on les a plus vues en fin de course, mais voilà, c'est aussi parce que le niveau n'est pas le même et forcément quand il y a des coureuses qui courent en World Tour devant, c'est beaucoup plus compliqué. Mais voilà, ça vous permet de vous faire de nouvelles chouchoutes aussi et puis d'encourager toutes les nations européennes, puisqu'il n'y a pas il y a pas les autres, mais voilà, vous pouvez voir un petit peu tout le monde et puis voir plein de chouchoutes. C'est toujours agréable. Voilà, voilà. Merci Fly, tu nous as rappelé plein de choses. mm. Et encore, j'ai parlé que d'un tiers, voire un peu moins des courses que j'ai assisté. Hein. Et ben, moi, je vais juste rajouter un truc, c'est de. Donc vous voyez peut-être sur Instagram qu'on met les résultats des courses. Et donc, à chaque fois, on identifie les coureurs en question pour qu'elles puissent repartager, etc. Et on a, enfin, c'est quelque chose qui fait plaisir de voir qu'on a quand même pas mal de coureurs qui repartagent, et surtout justement dans les courses un peu moins huppées, si on peut dire, où c'est bah, avec les jeunes ou avec des coureurs qui sont pas forcément les plus médiatisés. Donc on a beaucoup
Même pas forcément de discussion, de choses comme ça, mais juste de riposte, et c'est quelque chose qui, à titre personnel, me fait plaisir. Ouais, après ça, Ouais, c'est ouais. aussi mettre en avant les courses qui sont dont on parle moins, hein. Parce que bon, l'UCI, certes, eux, ils s'occupent que du World Tour, mais nous, on parle aussi des autres courses. Et voilà, c'est mettre en avant aussi les coureuses qui sont sur ces courses-là. Ouais. Et en même temps, moi, à titre personnel, ça me permet aussi de connaître un peu mieux les coureurs, que ce soit sur l'Amérique du Sud, qu'on a des épreuves qu'on a pu suivre de cette façon, comme la Volta à Colombia, les choses comme ça, ou chez les jeunes. Ça permet d'avoir de découvrir des coureurs, tout simplement. Et d'avoir de plus en plus de chouchoutes. Exactement. On va La peut-être pas liste trop de le temps pour ton chouchoutes de quiz, du coup, Cactus Fly. s'agrandit. Hein? Et on a peut-être bien fait de ne pas mettre le quiz de Fly pour ce soir. Ouais, c'est pour ce soir, ça ira. On va vous donner rendez-vous pour l'épisode 83 du Chouchou de Cycling Club. Vous allez nous suivre sur les réseaux pour savoir si c'est la semaine prochaine ou dans 15 jours. Et vous aurez très vite la réponse de toute façon. Et de toute façon aussi, on se retrouvera pour cet épisode 83 avant les fêtes de fin d'année et une nouvelle pause pour se retrouver ensuite au mois de janvier. Fly vous a fait la liste de tous les cyclocross dont on allait vous parler de toute façon début janvier. Et On on aura aura le quoi retour de faire. la route. Et le retour de la route, et oui, parce que ça y est, ça va redémarrer. Ah, On va repartir aux antipodes. parce que c'est ça, début janvier, on aura déjà les championnats d'Australie, et à partir de là, tout va partir. Ouais, Tout va partir, exactement. effectivement. Allez, on vous souhaite une bonne fin de soirée. On vous remercie de nous avoir suivis. On vous remercie si vous nous suivez en replay sur les plateformes habituelles. N'oubliez pas d'aller visiter le site du Chouchou de Cycling Club avec toutes les infos, notamment sur le Giro, on en a parlé tout à l'heure. Et puis donc, rendez-vous la prochaine fois. On ne va pas dire semaine prochaine ou dans 15 jours. Rendez-vous la prochaine fois. Salut à Salut! tous, Ciao! messieurs.